Mon mari m'a quitté pendant que j'accouchais. Il est parti outre-mer avec sa maîtresse, et il s'est complètement effondré en pensant à moi après avoir entendu ce que la femme de chambre a dit lorsqu'il est rentré chez lui. Marié depuis 3 ans. J'ai toujours cru que je m'étais marié par amour. C'était jusqu'à un après-midi où ma meilleure amie m'a ajouté à une discussion de groupe cryptée et a envoyé une douzaine de photos haute définition. Sur les photos, mon mari, censé être en voyage d'affaires à Berlin, tenait une femme en tailleur Chanel en tweed. Ils s'embrassaient passionnément dans un salon VIP à l'aéroport Charles de Gaulle, complètement insouciant du monde. Sa main reposait à plat sur sa poitrine, sa paume était enroulée autour de sa taille, et leur carte d'embarquement était posée côte à côte sur la coudoir. La destination était clairement visible, Paris. J'ai zoomé sur les photos et j'ai fixé le visage de la femme. Je la connaissais. En fait, tout le cercle des épouses de Neuilly-sur-Seine la connaissait. C'était une croqueuse de diamants professionnelle qui gravitait constamment autour des galas de bienfaisance haut de gamme, survivant dans cette foire aux vanités avec des sacs Hermès empruntés et un joli visage. Sa spécialité était de cibler les hommes mariés riches, et ses tactiques manipulatrices étaient légendaires. Dans son dos, les mondaines l'appelaient la sangsue, ce qui signifiait qu'une fois qu'elle s'accrochait à vous, vous alliez perdre une couche de peau avant qu'elle ne vous lâche. Et mon mari, Julien Vallois, le fondateur et PDG d'Innovation Vallois et une étoile montante de la scène technologique parisienne, s'était clairement laissé aspirer. Sur une photo, Julien regardait son téléphone, un sourire aux lèvres que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Ce n'était pas son sourire poli de réseautage, ni son sourire suffisant de conclusion d'affaires. C'était une courbe des lèvres authentiques, détendue et presque affectueusement indulgente. Quand l'avait-il regardé comme ça pour la dernière fois? J'y ai pensé, mais je ne m'en souvenais pas. Peut-être pendant les 6 premiers mois de notre mariage, peut-être même plus tôt. La vie après le mariage était devenue comme une rivière qui s'assèche lentement. Au début, il y avait des éclaboussures, mais finalement, il ne restait qu'un lit de rivière stérile couvert de gravier. Il rentrait de plus en plus tard. Ses voyages d'affaires devenaient plus fréquents. Quand il rentrait enfin à la maison, il s'enfermait dans son bureau, trop paresseux pour même s'asseoir à un dîner complet avec moi. Je me disais que c'était parce qu'il était occupé. C'était une start-up technologique après tout. Il devait prendre toutes les décisions. La pression était immense, le réseautage sans fin. Comment pouvait-il avoir le temps de s'occuper de sa femme tous les jours? J'avais même l'impression d'être trop sensible, de pinailler sur des choses triviales. Mais les photos ne mentent pas. J'ai fixé cette photo d'eux s'embrassant à la porte d'embarquement pendant 1 minute entière. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai bu une gorgée de mon espresso. Assis en face de moi se trouvait un ancien subordonné de mon père, une figure à la retraite mais toujours très influente dans le quartier financier de la Bourse de Paris. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture, a posé ses dossiers et a parlé d'un ton calme qui me rappelait mon père. Êtes-vous sûr? Pas de regret? J'ai retourné mon téléphone, tournant l'écran vers lui. Il l'a regardé pendant 2 secondes, me l'a rendu et a parlé comme s'il discutait du temps. Alors, mettons-nous au travail. J'ai hoché la tête et j'ai décroché le téléphone fixe sur le bureau pour composer un numéro. Mon nom est Clara Beaumont. Ce nom n'avait pas beaucoup de poids dans les cercles mondains parisiens, car pendant les 3 dernières années, j'avais vécu entièrement en tant que Madame Vallois. Quand je sortais, j'étais la femme de Julien. Quand je rentrais à la maison, j'étais la belle-fille de la famille Vallois. Pendant les vacances, j'apportais des cadeaux à mes beaux-parents. Les jours ordinaires, je restais tranquillement dans notre manoir colonial blanc sur la Côte d'Azur, m'occupant du jardin, faisant occasionnellement une apparition au banquet d'entreprise de mon mari. Je m'habillais de manière appropriée, souriais de manière appropriée et parlais même à un volume approprié. Personne ne connaissait mon nom de jeune fille, Beaumont. Personne ne savait à quel point les racines de la famille Beaumont étaient profondes à Paris. Personne ne savait que mon père, Richard Beaumont, avait un surnom dans le monde des affaires, le roi de Paris. Ce qui signifiait que près de la moitié de l'immobilier commercial de cette ville était directement ou indirectement lié au nom de Beaumont. Personne ne savait qu'à 18 ans, j'avais obtenu un master en finance dans une université prestigieuse. À mon retour, sous l'arrangement de mon père, j'avais utilisé un alias pour travailler comme gestionnaire d'investissement dans une société de capital investissement de premier plan pendant 2 ans. J'avais géré plus de 30 projets avec 0 perte. Personne ne savait rien de tout cela car il y a 3 ans, lorsque j'ai épousé Julien Vallois,
j'ai choisi de tout cacher. À l'époque, je croyais que l'amour n'avait pas besoin de pédigré. Il n'avait pas besoin de vérification d'antécédents, de chiffres froids ou de titres clinquants. Je l'aimais pour ce qu'il était, et il m'aimait pour mon essence. C'était suffisant. Mon père m'avait averti. Il avait dit que le mariage n'était pas un dîner. Il avait dit que cacher mes capacités et épouser quelqu'un d'un rang inférieur finirait par me nuire. Je n'ai pas écouté. Je pensais que mon père était trop cynique, trop utilitaire. Je pensais qu'il ne comprenait pas le véritable amour. En y pensant maintenant, j'avais vraiment envie de me gifler. Le véritable amour. Le véritable amour, c'était lui qui s'envolait pour Paris avec une autre femme juste quand j'avais le plus besoin de lui pendant ma grossesse, ignorant mes appels pendant 3 jours d'affilée. Le premier jour, le téléphone a sonné une douzaine de fois avant d'être refusé. Le deuxième jour, il est allé directement à la messagerie vocale. Le troisième jour, j'ai demandé à la femme de ménage de l'appeler depuis son téléphone. Il a répondu. En entendant ma voix, il est resté silencieux pendant 3 secondes avant de ne dire que 3 mots, « Arrête d'être dramatique. » Arrête d'être dramatique. Mon obstétricien venait de me dire que j'avais un placenta prévia et que je devais observer un repos absolu. Sinon, je pouvais subir une hémorragie massive à tout moment. J'étais allongé seul dans la chambre principale au 2e étage du manoir. Le bébé dans mon ventre donnait occasionnellement des coups de pied, comme pour me rappeler qu'il était toujours en vie. Dehors, il pleuvait. Le chauffage de la pièce était élevé, mais je me sentais glacé de l'intérieur. J'ai raccroché le téléphone. Je n'ai pas pleuré. À partir de ce jour, j'ai décidé de ne plus jamais verser une seule larme pour cet homme. Julien et cette femme sont restés à Paris pendant 2 semaines entières. C'était amplement le temps pour moi de faire beaucoup de choses. La première chose a été de liquider tous les actifs que j'avais apportés à la famille Valois. Il y a 3 ans, lorsque je l'ai épousée, j'ai apporté près d'1 milliard d'euros en espèces à mon nom personnel, ainsi que 3 réseaux complets de chaînes d'approvisionnement pour ses principales lignes d'activité. Julien a utilisé cet argent pour se développer agressivement, acquérir des concurrents et se refaire une image. Il est passé d'un petit patron en difficulté à un jeune visionnaire en couverture de magazines économiques. Lors des dîners technologiques, les gens lui faisaient un signe de pouce, le louant comme un génie autodidacte. La fierté de la ville, autodidacte. Entendre cela me donnait envie de rire. Ses mains autodidactes et propres avaient fouillé dans mes poches pendant tout ce temps. J'ai mis 7 jours, à travers 3 couches de structures d'entreprises offshore et des centaines de canaux financiers fragmentés. J'ai complètement inversé le flux de cet argent. Les fonds sont passés des comptes nationaux à Singapour, puis se sont ramifiés vers les îles Caïmans et le Luxembourg. Chaque étape a respecté la conformité légale absolue. En surface, cela ressemblait à une restructuration d'entreprise standard. Je n'ai laissé absolument aucune trace qui puisse être enquêtée. Au moment où le directeur financier de l'entreprise de Julien a réalisé que quelque chose n'allait pas, les comptes de l'entreprise n'étaient plus qu'une coquille mince et vide. Le capital liquide qui alimentait son expansion, les actifs collatéraux utilisés pour lever des prêts, les canaux de la chaîne d'approvisionnement qui lui ouvraient la voie, tout s'est évaporé du jour au lendemain. La deuxième chose a été de récupérer le filet. Pendant mes 3 ans dans la maison Valois, je ne faisais pas que jardiner. Sous divers prétextes, j'avais placé 12 personnes à des postes clés de l'entreprise de Julien. Le directeur financier adjoint, le directeur des opérations, le conseiller juridique, le responsable des achats, le chef de la R&D. Ces personnes étaient toutes des talents commerciaux de premier ordre cultivés par la famille Beaumont il y a des années. Leur CV était impeccablement impressionnant, et leur capacité était si exceptionnelle que Julien les avait personnellement embauchés. Il pensait avoir trouvé de l'or. Il pensait que ces personnes lui étaient farouchement fidèles en raison de son charisme de leadership. Il n'a jamais une seule fois envisagé que leur salaire ne provenait jamais d'Innovation Valois. 12 lettres de démission sont apparues dans la boîte de réception de l'assistant de Julien le même matin. Soigneusement organisées comme si elles étaient préarrangées. L'assistant a appelé frénétiquement le téléphone de Julien, mais Julien était occupé à accompagner sa douce petite Lise à travers le Louvre. Le téléphone a sonné 6 fois et a été raccroché. L'assistant a rappelé. Cette fois, c'était encore plus direct. Le téléphone était complètement éteint. Je suppose que les appels ont gâché l'humeur de sa chérie pendant qu'elle admirait la Joconde.
La troisième chose a été de sécuriser les preuves. La femme de ménage qui s'était occupée de moi dans le manoir pendant 3 ans, Marthe. Julien a toujours pensé qu'elle n'était qu'une femme simple et honnête de la campagne française, gagnant 5 000 € par mois. Elle travaillait dur, parlait peu et le traitait avec le plus grand respect. Il ne l'a jamais regardée dans les yeux. Il ne savait certainement pas que son vrai nom était Marthe Dubois, une ancienne enquêtrice principale de la division des enquêtes financières de l'AMF. Elle avait traité des affaires impliquant des milliards d'euros. Après avoir pris sa retraite, la famille Beaumont l'avait embauchée à prix d'or. Nominalement, elle était une femme de ménage. En réalité, elle était une paire-dieu que mon père avait placée à mes côtés. Il y a un mois, cette femme a approché Marthe. Madame Valois. Cet après-midi-là, Marthe a étalé une pile de papiers imprimés devant moi, son ton aussi plat que si elle rapportait le prix des courses. La douce mademoiselle Lise m'a emmené dîner. Elle m'a offert 300 000 € pour ajouter un petit quelque chose en plus à vos repas. J'ai pris la pile de papiers et je les ai feuilletés un par un. Des captures d'écran de journaux de discussion étaient clairement imprimées sur les pages. L'avatar de l'autre partie était un camélia blanc. Quand peux-tu le glisser ? Les messages disaient, devenant plus vicieux à chaque ligne. Je ne peux plus attendre beaucoup plus. Ce n'est que lorsqu'elle perdra ce bébé qu'il se tournera complètement de mon côté. Ne t'inquiète pas d'être attrapé. Je gérerai les conséquences. Fais juste ce que je dis. Et si nous sommes découvertes, avait répondu Marthe. Découverte ? Et alors ? Penses-tu vraiment que ce lâche inutile oserait me faire quoi que ce soit ? J'ai fini de regarder chaque page, j'ai levé les yeux et j'ai demandé à Marthe, as-tu pris l'argent ? Marthe a hoché la tête, le coin de sa bouche se courbant légèrement. Si je ne l'avais pas pris, comment aurais-je sécurisé la chaîne complète de preuves ? Rassurez-vous, madame, elle laisse une piste très désordonnée. Elle n'a pas supprimé les enregistrements de virements bancaires, et l'historique de discussion a été sauvegardé localement. J'ai tout copié. En regardant Marthe, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Une semaine plus tard, tout ce qui m'appartenait avait disparu du manoir. Vêtements, bijoux, produits de soins, cosmétiques, photos et cadres, livres sur les étagères, ma vaisselle préférée dans la cuisine, les diffuseurs dans la salle de bain, même le peigne en bois que j'avais utilisé pendant 3 ans sur la coiffeuse. Je n'ai rien laissé derrière moi. Ce n'était pas une retraite. C'était un nettoyage complet, un effacement de toute trace de mon existence dans cette maison. La dernière chose que j'ai traitée était notre photo de mariage. Le portrait à 10 000 € était accroché au centre du salon. Sur la photo, je portais un voile blanc, appuyé contre la poitrine de Julien, souriant comme si je possédais le monde. Il portait un smoking noir, une main sur ma taille, me regardant avec des yeux si doux qu'ils pouvaient faire fondre. Le photographe avait dit que nous étions le couple le plus parfait qu'il ait jamais photographié. Julien avait ri, m'avait serré plus fort et m'avait chuchoté à l'oreille qu'il me traiterait bien pour le reste de sa vie. J'ai décroché le cadre du mur, je l'ai regardé pendant 3 secondes, j'ai sorti le destructeur de documents et je l'ai nourri pièce par pièce. Alors que les lames déchiraient nos visages souriants en lambeaux, je n'ai absolument rien ressenti. Cela faisait 3 ans. J'avais versé suffisamment de larmes pour lui. Ces larmes n'avaient pas gagné sa dévotion. Elles n'avaient gagné que son négligence, son agacement et un désinvolte arrête d'être dramatique. Maintenant, c'était à mon tour de lui faire ressentir ce qu'était le véritable drame. J'ai balayé tous les morceaux déchiquetés dans un bocal en verre transparent et je les placé au centre de la table basse du salon. Puis j'ai sorti une carte préécrite de mon sac et je l'ai glissée sous le bocal. La carte ne contenait que 2 lignes. Julien, il y a 3 ans, je suis venu à toi avec 1 milliard d'euros. 3 ans plus tard, je te quitte avec 1 milliard d'euros et la lignée Beaumont. Pas un seul parfum ne demeure. Pas un once d'affection n'est dû. Le véritable règlement de compte commence aujourd'hui. Après avoir écrit la dernière lettre, j'ai jeté le stylo à la poubelle, me suis tourné vers Marthe et j'ai dit, allons-y. Marthe m'a ouvert la porte d'entrée. Avant de monter dans la voiture, j'ai regardé une dernière fois ce manoir colonial blanc. Quand j'ai emménagé il y a 3 ans, je pensais que c'était la maison de mes rêves. Maintenant, je savais que ce n'était que la conclusion d'une dure leçon. Où allons-nous maintenant, madame ? Marthe m'a regardé par le rétroviseur. À l'aéroport.
Et puis j'ai baissé les yeux et j'ai touché mon ventre légèrement gonflé, sentant la petite vie donner de légers coups de pied à l'intérieur, vers un endroit qu'il ne trouvera jamais de sa vie. Nous attendons que l'enfant naisse, que nos ailes soient pleines, et ensuite nous reviendrons. Alors que la voiture quittait le domaine, les chaînes derrière la fenêtre reculaient un par un. Je me suis souvenu des mots que mon père m'avait chuchotés à l'oreille le jour de mon mariage. À l'époque, je pensais qu'il était trop extrême. Maintenant, je comprenais qu'il avait absolument raison. Clara, tu dois t'en souvenir. Les femmes de la famille Beaumont ne saignent pas de larmes, elles saignent de glace. Si quelqu'un ose te poignarder, tu le fais s'agenouiller devant toi et avaler le couteau lui-même. J'avais gardé ce couteau caché pendant 3 ans. Aujourd'hui, il a enfin quitté son fourreau. 15 jours plus tard, le vol de Julien a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle. Il a poussé son chariot à bagages hors du terminal des arrivées, accompagné de sa douce Lise. Les deux avaient passé un demi-mois entier à Paris, arpentant toutes les boutiques de luxe des Champs-Élysées. La seule valise de la femme s'était multipliée en 4, toute remplie d'Hermès, de Chanel et de Louis Vuitton. Chaque article avait été payé avec la carte de crédit de Julien. Il lui avait même acheté un collier de diamants à la boutique Bulgarie de la place Vendôme, glissant sa carte sans même regarder le prix. « Julien, comment vas-tu expliquer les choses à ta femme quand tu rentreras ?» La femme s'accrochait à son bras, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle. Julien lui a serré la main, une insouciance habituelle suspendue à ses lèvres. « Expliquer quoi ? Elle reste assise à la maison toute la journée de toute façon. Qui a-t-il à expliquer ? » La femme a souri encore plus doucement. La Maybach noire était garée à la sortie. Le chauffeur a ouvert la porte. Julien a laissé la femme monter en premier, puis a contourné l'autre côté pour monter et retourner au manoir. Une fois la voiture engagée sur l'autoroute, Julien a déverrouillé son téléphone et a parcouru son journal d'appels. Le numéro de Clara figurait tranquillement sur la liste. Le dernier appel datait d'il y a 14 jours. Durée, 1 minute et 12 secondes. Il se souvenait vaguement du contenu de cet appel agaçant. Elle semblait avoir dit qu'elle ne se sentait pas bien. Il était en réunion, l'avait repoussé en 2 phrases et avait raccroché. Il n'y a pas trop réfléchi, jetant le téléphone dans sa poche. Au moment où la voiture est entrée dans le domaine, le ciel s'était déjà assombri. Julien a regardé par la fenêtre son manoir blanc et a remarqué quelque chose de très étrange. Les lumières du porche étaient éteintes. Toute la maison était plongée dans l'obscurité, comme si personne n'y vivait. « Attends dans la voiture 1 minute. » Il a tapoté la main de la femme et est sorti. Au moment où il a poussé la porte d'entrée, un froid creux l'a frappé au visage. Les rideaux du salon étaient grands ouverts. La lumière du lampadaire se déversait à travers les fenêtres du sol au plafond, projetant une lueur fantomatique pâle sur toute la pièce. Tous les meubles étaient exactement à leur place. Mais Julien sentait qu'il manquait quelque chose. Il a fait quelques pas en avant de réaliser que c'étaient les affaires de Clara. Tous ses livres sur les étagères avaient disparu. Ses recueils d'essais, ses revues financières et ses romans français originaux avaient complètement disparu. Il ne restait que quelques romans policiers qu'il y avait fourrés négligemment, penchés de manière désordonnée les uns contre les autres. Sur la table basse, le vase céladon qu'elle y gardait toujours avait disparu. À sa place se trouvait un bocal en verre transparent rempli de papier déchiqueté, reflétant un éclat chaotique sous les lumières de la rue. Il s'est approché pour regarder. Ses pupilles se sont contractées violemment. C'était leur photo de mariage, déchiquetée en milliers de morceaux par un destructeur de documents, fourrés dans le bocal comme des ordures. Elle était placée au centre de l'endroit le plus visible du salon, comme si elle attendait que quelqu'un l'admire. Le cœur de Julien a raté un battement. Il a vu la carte pressée sous le bocal. Il l'a sortie et l'a ouverte. Les 2 lignes de texte lui ont transpercé les yeux comme des dagues jumelles. Julien, il y a 3 ans, je suis venu à toi avec 1 milliard d'euros. 3 ans plus tard, je te quitte avec 1 milliard d'euros et la lignée Beaumont. Lignée Beaumont. Beaumont. Quand il a lu ce mot à voix haute, sa voix a tremblé. Non pas de peur, mais parce qu'il a finalement réalisé que Clara n'était pas une femme ordinaire. Elle était la fille de Richard Beaumont. Elle était la seule héritière du roi de Paris. Quand il l'a épousée, il pensait avoir touché le jackpot, obtenant une fille riche, douce, obéissante, sans ambition qui voulait seulement rester à la maison et élever une famille.
Elle était pratiquement un distributeur automatique sur pattes envoyé du ciel. Il a passé 3 ans à dilapider sa dot, à utiliser ses ressources, à marcher sur ses épaules pour gravir les échelons de l'entreprise. Il n'a jamais imaginé qu'elle se transformerait en vipère, le mordant soudainement en pleine nuit. Il a couru au 2e étage. La porte de la chambre principale était grande ouverte. Sa moitié du dressing était totalement vide. Même les cintres avaient été enlevés. Pas une seule bouteille de produit de soin n'était restée sur la coiffeuse. Elle n'avait même pas laissé le tube de crème pour les mains à moitié vide. Dans le bureau, le coffre-fort était grand ouvert. Chaque document, contrat et certificat d'action à l'intérieur avait disparu. Dans la chambre d'enfant, le berceau jaune pastel avait été démonté. Pas un seul animal en peluche n'avait été laissé. Collé au mur se trouvait un seul post-it avec une seule ligne, « Tu as abandonné cela toi-même ». Julien a serré ce post-it, ses phalanges sont devenues blanches, les os de ses doigts ont craqué. Derrière lui est venu le son de talons au montant les escaliers. « Julien, pourquoi n'allumes-tu pas les lumières ? Il fait si noir ici. » La voix de la femme s'est brusquement coupée lorsqu'elle a vu l'état de la chambre principale. Julien s'est retourné brusquement, l'a frôlé à l'épaule et a dévalé les escaliers. Les bords de ses yeux brillaient d'une rougeur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Non pas des larmes, mais des veines injectées de sang gonflé après que quelque chose en lui se soit soudainement brisé. Il s'est précipité dehors par la porte d'entrée et a rugi dans la cour vide, « Marthe !» Pas de réponse. Il a rugi à nouveau, sa voix se brisant cette fois, « Marthe !» La porte de la cuisine s'est ouverte de l'intérieur. Marthe est sortie, sans hâte, tenant une tasse de thé, l'air d'avoir attendu ce moment depuis très longtemps. Elle portait un manteau gris taillé avec précision et se tenait droit comme un i. L'aura qu'elle dégageait n'avait absolument rien d'une femme de ménage. Julien la saisit par les épaules. « Où est Clara ? Qu'est-il arrivé à la maison ? Où sont ses affaires ? Où est-elle ? Où est l'argent ?» Marthe ne s'est pas débattue. Elle a baissé les yeux sur ses mains, serrant ses épaules, puis a levé les yeux. Son regard était aussi calme qu'un miroir, reflétant directement son âme. « Monsieur Valois. » Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot s'enfonçait dans ses oreilles comme des clous. « Madame m'a demandé de vous transmettre un message. » « Quel message ? » Marthe a légèrement incliné la tête, un sourire fantomatique est apparu sur ses lèvres. Ce n'était pas le sourire d'une femme de ménage. C'était le sourire d'une chasseuse regardant sa proie tomber enfin dans le piège. Le jeu commence officiellement. Julien s'est figé sur place, ses doigts se sont desserrés, ses bras sont tombés le long de son corps. Il ressemblait à quelqu'un à qui on venait de jeter un seau d'eau glacée au visage. Marthe est passée devant lui, ses pas fermes, ses chaussures plates claquant sèchement sur le sol de l'entrée. Avant de pousser la porte d'entrée, elle s'est arrêtée, a tourné la tête et l'a regardé. « Au fait, monsieur Valois, je dois vous préciser une chose. Je n'ai jamais travaillé un seul jour de ma vie comme femme de ménage pour la famille Valois. J'appartiens à la famille Beaumont. » Elle a fait une pause, puis a ajouté le coup de grâce. « J'ai toujours appartenu à la famille Beaumont. » La porte s'est refermée derrière elle. Le son des pas s'est estompé, finalement englouti par le claquement d'une portière de voiture. Julien est resté seul dans le manoir vide, serrant toujours le post-it qu'il avait arraché du mur de la chambre d'enfant. La sueur fraîche de sa paume avait estompé l'encre. Dans le salon, le lampadaire éclairait le bocal en verre, rendant les restes pulvérisés de la photo de mariage exceptionnellement dure. La carte était posée face visible sur la table basse, les 2 lignes de texte nettes et claires sous la lumière. Dehors, un moteur de voiture a démarré, le rugissement s'est estompé au loin. Ce manoir où il avait vécu pendant 3 ans était maintenant si silencieux que le seul son restant était sa propre respiration. Il a sorti son téléphone et a composé le numéro de Clara. La ligne a été connectée, mais la voix qui a traversé n'était pas celle de Clara. C'était une voix d'homme calme, professionnel, sans émotion. « Bonjour, monsieur Valois. Je suis le conseiller juridique de mademoiselle Clara Beaumont. Mon nom est Arthur Dubois. À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires entre vous et mademoiselle Clara Beaumont seront traitées exclusivement par moi. L'accord de divorce vous a été envoyé par email. Veuillez le consulter et y répondre dans les 48 heures. Si vous ne répondez pas, nous considérerons cela comme votre acceptation par défaut de toutes les conditions. C'est tout.
bonne soirée. L'appel a été déconnecté. Julien est resté au milieu du salon, tenant son téléphone. La lumière de la rue étirait son ombre à l'infini sur le sol. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais il n'y avait plus personne pour l'écouter. Il ne savait pas combien de temps il est resté dans ce salon vide. Il savait seulement que la lumière de dehors s'est atténuée pouce par pouce, passant d'un jaune crépusculaire à un noir absolu. Le post-it dans sa main était complètement trempé de sa sueur. Les mots « tu as abandonné cela toi-même » s'étaient estompés en une tache d'encre, comme si même les lettres se moquaient de lui. Son téléphone a vibré. C'était un message de son assistant. Une série de points d'exclamation envahissait l'écran de prévisualisation. « Monsieur Valois, vous êtes enfin de retour au pays. » La catastrophe a frappé les comptes de l'entreprise. Il n'a pas fini de lire le message. Il a jeté le téléphone sur le canapé, s'est effondré dans les coussins et a fermé les yeux. Deux images continuaient de défiler dans son esprit. Le dernier regard en arrière de Marthe à la porte, et ce bocal en verre rempli de photos de mariage déchiquetées. La voix de Marthe résonnait encore dans ses oreilles. « Je n'ai jamais travaillé un seul jour de ma vie comme femme de ménage pour la famille Valois. J'appartiens à la famille Beaumont. J'ai toujours appartenu à la famille Beaumont. » Julien a soudainement éclaté de rire. Le son était perçant et strident dans le manoir vide. C'était comme si quelqu'un avait allumé une allumette en pleine nuit, illuminant brièvement quelque chose de terrible avant de replonger dans une obscurité plus profonde. 3 ans. Cette femme avait opéré sous couverture sous son nez pendant 3 ans, lui préparant son espresso tous les matins, emmenant ses costumes au pressing tous les mercredis. Chaque fois que Clara allait rendre visite à sa famille, Marthe la suivait avec des sacs de cadeaux, en disant « Faites attention aux marches, madame ». Il pensait que cette femme de ménage était un peu trop attentive, moins une femme de chambre, plus un majordome. Maintenant, il savait qu'elle n'était ni l'un ni l'autre. C'était une lame que le patriarche Beaumont avait gardée aux côtés de sa fille. « Julien, qu'est-ce qui ne va pas ?» La femme était sortie de la voiture à un moment donné et se tenait maintenant à l'entrée du salon. Ses talons hauts cliquetaient timidement sur le sol en marbre. Ne voyant aucune réaction, elle s'est approchée de quelques pas, adoucissant sa voix. « Tu vas bien ? Dois-je te verser un verre d'eau ?» Les yeux de Julien se sont ouverts brusquement. « Qui t'a dit d'entrer ?» La femme a reculé, effrayée par son rugissement, manquant de laisser tomber son sac Hermès. Ses yeux sont immédiatement devenus rouges. Ce regard pitoyable instantané avait fait des merveilles à Paris. « J'étais inquiète parce que tu n'es pas sorti. Pourquoi me cries-tu dessus ? Ce n'est pas moi qui ai énervé ta femme. Elle est partie toute seule. » « Sors » a-t-il pratiquement rugi. Il a désigné le bureau au rez-de-chaussée. « Va attendre là-bas. Ne sors pas à moins que je ne te le dise. » Lise a mordu sa lèvre, des larmes coulant sur son visage. Mais Julien ne voulait plus la regarder. À Paris, si elle versait une seule larme, son cœur lui faisait mal et il l'essuyait. Maintenant, la regardant pleurer, la seule pensée dans sa tête était « Clara n'a jamais pleuré comme ça. » Quand cette femme pleurait, elle s'enfermait dans sa chambre, ne le laissant même pas entendre le son. Lise n'a pas osé dire un mot de plus. Serrant son sac, elle s'est réfugiée dans le bureau. Avant que la porte ne se ferme, il a pu l'entendre marmonner, elle est si dramatique. Si elle veut partir, qu'elle parte. Pourquoi faire une telle scène ? Julien n'a pas répondu. Il a repris son téléphone, se forçant à lire la douzaine de messages que son assistant avait envoyés. Monsieur Valois, le département financier vient de déposer un rapport d'urgence. Tous les comptes de capital associés au nom de votre femme ont été vidés au cours des 2 dernières semaines. 3 fiducies offshore ont été liquidées. Tout est passé par des canaux de conformité légale parfaitement légaux. Nous ne pouvons pas le retracer. 12 cadres intermédiaires ne se sont pas présentés au travail aujourd'hui. Les ressources humaines ne peuvent pas les joindre par téléphone. Plus tard, nous avons reçu des emails synchronisés, démissions immédiates. Monsieur Valois, le conseil d'administration a explosé. Le président exige que vous rentriez immédiatement. Monsieur Valois, vos activités à Paris ont été divulguées à la presse. Capital Beaumont a acheté la première page des actualités financières. Le titre est « Le PDG d'Innovation Valois fait une tournée à Paris avec sa maîtresse. L'épouse héritière quitte tout. » Les sections de commentaires nous massacrent.
L'action de la société a chuté de 11% aujourd'hui. Près d'1 milliard d'euros de capitalisation boursière s'est évaporé. Le dernier message avait été envoyé il y a 2 minutes. Monsieur Valois, le président Beaumont vient de publier une seule phrase via le compte X officiel de Capital Beaumont. Félicitations à Monsieur Valois pour sa nouvelle romance. La famille Beaumont ne s'immiscera plus. Julien a jeté le téléphone sur le canapé. Il n'était pas en colère contre son assistant. Il était en colère contre lui-même. Pourquoi n'avait-il pas allumé son téléphone une seule fois pendant son séjour à Paris? Pourquoi était-il si inconscient d'un effondrement aussi catastrophique de sa propre entreprise? La réalisation la plus terrifiante était que toute l'opération de retrait de Clara avait été exécutée exactement pendant les 2 semaines où il était à Paris. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait qu'elle attendait une opportunité. Attendant qu'il parte. Attendant qu'il baisse sa garde. Attendant qu'il actionne personnellement l'interrupteur de sa propre destruction. Et lui? Il lui avait tendu cet interrupteur sans une seconde d'hésitation. Elle avait dit qu'elle voulait aller à Paris, alors il avait réservé les billets. Elle avait dit, ne laisse pas ta femme le découvrir. Alors, il avait éteint son téléphone pendant tout le voyage. Elle avait dit qu'elle voulait l'embrasser sous la tour Eiffel, alors il avait embrassé une autre femme dans l'endroit le plus romantique du monde. Maintenant, se souvenir de chaque image était comme regarder ses propres yeux à travers une loupe. Monsieur Valois. À un moment donné, une autre silhouette était apparue dans l'embrasure de la porte. Ce n'était pas Marthe. C'était un homme en costume noir d'une 40aine d'années, portant des lunettes à monture métallique, tenant un dossier en papier craft. Il se tenait impeccablement droit, l'air de sortir tout droit d'un drame juridique. C'était Maître Dubois, l'avocat. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Arthur Dubois. Conseiller juridique privé de mademoiselle Clara Beaumont. La porte était déverrouillée, alors je suis entré. Maître Dubois a posé le dossier sur la console de l'entrée et l'a poussé vers Julien, son ton aussi désinvolte qu'un coursier livrant un colis. Ceci est l'accord de divorce formel. Mademoiselle Beaumont m'a demandé de le livrer. 3 exemplaires, veuillez les consulter. Julien ne l'a pas pris. Il a fixé le dossier jaune comme si c'était un serpent. Où est-elle? Mademoiselle Beaumont ne m'a pas autorisé à répondre à cette question. Je suis son mari. Bientôt ex-mari, a corrigé Maître Dubois, son ton strictement professionnel. Monsieur Valois, je vais vous exposer brièvement les termes essentiels de l'accord. Premièrement, Mademoiselle Beaumont renonce à l'intégralité de sa part des biens matrimoniaux liés à Innovation Valois, estimés à environ 3 milliards d'euros. Considérez cela comme une compensation pour vos 3 ans de mariage. Quand il a dit le mot compensation, le coin de sa bouche a tressailli, comme si même lui trouvait le mot absurde, mais son éthique professionnelle exigeait qu'il le dise. Deuxièmement, concernant l'enfant conçu pendant le mariage, Maître Dubois a fait une pause. Mademoiselle Beaumont est toujours enceinte. L'accord stipule explicitement qu'à la naissance, l'enfant sera élevé uniquement par Mademoiselle Beaumont et portera le nom de famille Beaumont. Monsieur Valois renonce à tous droits de visite. La paupière de Julien a tressailli violemment. Troisièmement, Monsieur Valois doit achever la dissolution légale formelle du mariage dans les 2 mois suivant la signature de cet accord. Le non-respect entraînera une ordonnance du tribunal. C'est tout. Il a sorti un stylo plume de la poche de son costume et l'a posé à côté du dossier sur la table basse. Monsieur Valois, je vous recommande vivement de signer ceci le plus rapidement possible. Plus vous traînez cela, pire ce sera pour vous. Je ne le signe pas. La voix de Julien était si basse qu'elle semblait être arrachée de sa gorge. Maître Dubois a ajusté ses lunettes. Votre refus de signer ne changera pas le résultat. Mademoiselle Beaumont m'a autorisé à déposer une demande de divorce direct pour faute conjugale grave. En vertu de la loi actuelle, vous serez désigné comme la partie fautive. Partie fautive? Oui, a dit Maître Dubois. Faire une tournée à Paris avec une autre femme alors que votre épouse est enceinte est légalement classée comme faute conjugale grave. Si vous ne voulez pas que la chaîne complète de preuves soit étalée dans un tribunal public, je vous suggère de respecter le dernier acte de bonne volonté de Mademoiselle Beaumont. Bonne volonté? Oui, bonne volonté. Maître Dubois a croisé les mains devant lui. Si vous ne signez pas dans les délais impartis,
je présenterai au tribunal la preuve complète de la corruption de Madame Lise Bertrand envers la femme de ménage personnelle de Mademoiselle Beaumont avec l'intention d'administrer des médicaments pour interrompre la grossesse de Mademoiselle Beaumont. Julien a eu l'impression d'avoir été frappé à la tempe avec un instrument contondant. Qu'avez-vous dit? Vous ne saviez pas? Le ton de Maître Dubois a finalement légèrement changé. Il était très retenu mais portait un mépris indubitable. Eh bien, monsieur Valois, il semble que le paysage parisien était vraiment très captivant. Il n'a rien dit de plus, a fait un léger signe de tête et s'est retourné pour partir. Ses chaussures en cuir ont résonné 2 fois dans le hall. La porte d'entrée s'est refermée. Le peigne a glissé en place. Le salon est retombé dans un silence de mort. Julien a pris son téléphone et a composé le numéro de la femme. Lise, l'amour de sa vie, la femme qui lui avait dit à Paris qu'être avec lui était la seule chose qui rendait la vie digne d'être vécue. Bien qu'elle soit juste dans le bureau, il ne voulait pas regarder son visage. L'appel s'est connecté instantanément. Julien, tu as enfin approché Marthe. La respiration à l'autre bout de la ligne s'est arrêtée une seconde. Quoi? Quoi? Marthe, de quoi parles-tu? La voix de Lise a monté en flèche, portant la défensive instinctive de quelqu'un pris en flagrant délit de mensonge. Combien lui as-tu payé? De qui parles-tu? Qui t'a dit de telles bêtises? C'était Clara? Elle se plaint à toi? Tout est mensonge. Elle veut juste nous ruiner. Je te demande, combien lui as-tu payé? La voix de Julien n'a pas monté, mais chaque mot était comprimé à la limite absolue avant d'éclater. La porte du bureau s'est ouverte. Lise se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage pâle comme un fantôme. Elle a fixé le dos de Julien, ses lèvres tremblant longtemps avant qu'elle ne balbutie enfin, « Je l'ai fait pour nous. Je voulais juste que tu sois complètement libéré d'elle. » Julien ne s'est pas retourné. Il a jeté le téléphone de côté, a posé ses mains sur ses genoux et a fixé le bocal en verre sur la table basse. Les morceaux brisés de la photo de mariage brillaient pâles sous la lumière. La silhouette de Clara dans le voile blanc avait été déchirée en 100 morceaux, chacun d'eux lui souriant. Il s'est soudain souvenu du jour du mariage. Richard Beaumont l'avait appelé dans son bureau, avait fermé la porte et lui avait dit une chose, « Julien, je te confie ma seule fille. Si tu la traites bien, tout ce que possède la famille Beaumont sera à toi à l'avenir. Mais si tu lui fais du tort, » Le vieil homme a fait une pause, utilisant un ton que Julien ne comprenait pas alors, mais qu'il comprenait parfaitement maintenant. Tu dois te souvenir, elle est une fille de la famille Beaumont. À l'époque, il pensait que c'était une bénédiction. Maintenant, il savait que c'était un avertissement. Dehors, il a soudainement commencé à pleuvoir à verse. Les gouttes de pluie battaient contre les fenêtres du sol au plafond, ruisselant sur le verre comme si la ville elle-même essayait de laver des taches qui ne pouvaient pas être nettoyées. Les pleurs de Lise résonnaient depuis l'embrasure du bureau, des sanglots intermittents pathétiques. En les écoutant, Julien n'a ressenti qu'une sensation de brûlure dans la poitrine. Il ne savait pas comment appeler ce sentiment de brûlure, mais il savait que c'était la manifestation du deuxième message de Clara pour lui, le jeu commence officiellement. La plus grande compétence de Lise dans la vie était de pleurer. Elle a pleuré de la porte du bureau au canapé du salon, du canapé aux pieds de Julien, s'asseyant finalement sur le tapis et serrant ses mollets. Ce visage délicat, qui avait pris plus de 1000 selfies à Paris, était complètement plissé de larmes. Elle était vraiment terrifiée. Non pas parce que Julien lui criait dessus. Un homme qui crie ne signifiait rien. Après avoir crié, il s'adoucissait toujours. C'était toujours comme ça que ça marchait. Ce qu'elle craignait, c'était la phrase utilisée par l'avocat, la chaîne complète de preuves. Quand elle avait approché Marthe, Marthe n'avait pas dit grand-chose. Elle avait juste posé 3 mots, espèce ou virement. Lise avait choisi le virement parce qu'elle pensait que c'était pratique. Quelques clics sur son téléphone et c'était fait. Qui vérifierait réellement? Maintenant, elle aurait souhaité pouvoir couper les mains qui tenaient ce téléphone. Julien, s'il te plaît, écoute mon explication. Sa voix se serrait à travers ses sanglots, collante et écœurante comme de la barbe à papa détrempée. Je ne voulais vraiment pas lui faire de mal. Je voulais juste. Je t'aime trop. J'avais peur qu'elle utilise le bébé pour te piéger pour toujours. J'avais peur que tu ne sois jamais libre d'elle. Julien la regardait.
Il ne l'avait jamais regardé avec ce genre d'expression auparavant. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de l'agacement. C'était un examen glaçant jusqu'à l'os, comme prendre un carton de lait sur une étagère d'épicerie, vérifier la date de péremption et réaliser qu'il était périmé depuis 1 an. Combien lui as-tu payé? 300 000 euros. 300 000 euros. Julien a répété le chiffre, sentant un goût de rouille sur sa langue. Tu as essayé de tuer mon enfant pour 300 000 euros. Non. La tête de Lise s'est relevée, secouant des larmes sur son pantalon. Je ne voulais tuer personne. Je lui ai juste dit d'ajouter un petit quelque chose à la nourriture de Clara pour qu'elle se sente mal. Comment aurais-je pu réellement tuer quelqu'un? La personne que tu as embauchée? Julien s'est penché et lui a pincé le menton, sa voix s'arrachant des profondeurs de la terre. Son nom n'est pas Marthe. Ce n'est pas une femme de ménage. Son nom est Marthe Dubois. Il a regardé le visage ébahi de Lise et a soudainement éclaté de rire. Un rire plus laid que des pleurs. As-tu la moindre idée de qui est Marthe Dubois? Lise a secoué la tête. Ce n'est pas grave. Julien s'est levé, retirant sa jambe de son étreinte. Tu n'as besoin de savoir qu'une chose. Tes 300 000 euros sont maintenant leur pièce à conviction vedette au tribunal. Sur ce, il est monté. Ses pas lourds résonnaient dans l'escalier, secouant toute la maison. Lise est restée paralysée sur le tapis du salon. Les larmes coulaient toujours, mais ses yeux étaient passés de la peur à la fureur. Dans son esprit, elle blâmait tout sur Clara. Elle a tendu un piège. Elle voulait évidemment divorcer depuis longtemps et a délibérément fait jouer Marthe pour m'attirer. Puis elle a rassemblé toutes les preuves et s'est enfuie en jouant la victime. Quel brillant acte de machination et d'évasion. Lise a essuyé ses larmes et s'est relevée du sol. Plus elle y pensait, plus elle était convaincue de sa propre logique. Clara était une femme profondément manipulatrice. En surface, douce et indifférente, mais en coulisses, plus impitoyable que quiconque. Mais c'était bien. Avec cette femme agaçante hors de la photo, Julien était à elle. Il était seulement en colère maintenant parce que l'entreprise était en difficulté. Une fois les choses calmées dans quelques jours, il reviendrait vers elle. Après tout, il lui avait dit à Paris qu'être avec elle était la seule chose qui rendait la vie intéressante. Quant à l'enfant à naître de Clara, Lise a mordu sa lèvre. Mieux valait qu'il ne naisse jamais. Malheureusement pour elle, son vœu pieux n'a pas duré longtemps. 3 jours plus tard à l'aube, Lise a été tirée de son sommeil par son téléphone qui sonnait. C'était son associé de son studio de style de vie, sonnant comme un chat dont on a marché sur la queue. Lise, c'est grave. Le studio a été racheté. Lise a frotté ses yeux à moitié endormis. Quel rachat? Qui l'a racheté? Pourquoi agis-tu de manière folle si tôt le matin? Beaumont? Une filiale de Capital Beaumont appelée Capital Noir. Ils ont envoyé un email officiel à 7 heures ce matin. Ils ont finalisé l'acquisition à 100% des actions de Création Lise. À partir d'aujourd'hui, nous sommes tous dehors. La somnolence de Lise a disparu instantanément. Elle a sauté du lit pieds nus, s'est précipitée vers son ordinateur portable et a ouvert son email. Bien sûr, un avis d'acquisition poliment formulé mais brutalement ferme figurait en haut de sa boîte de réception. Chère mademoiselle Bertrand, Capital Noir a finalisé l'acquisition complète des actions de l'atelier de Villise à compter d'aujourd'hui. Conformément à l'accord d'acquisition, l'équipe de direction et l'équipe fondatrice d'origine doivent achever le transfert et quitter les lieux dans les 3 jours ouvrables. Tous vos accès personnels au sein de l'entreprise ont été révoqués à 8 heures ce jour. En outre, concernant certaines irrégularités contractuelles et comptables pendant votre mandat, nous nous réservons le droit de poursuivre une enquête judiciaire approfondie. La signature était un nom qu'elle n'avait jamais entendu, mais le mot Beaumont lui a transpercé les rétines. La main de Lise serrant la souris a commencé à trembler. L'atelier de Villise. C'était son atout le plus précieux. Au cours des 2 dernières années, Julien y avait injecté près de 10 millions d'euros pour construire sa marque, obtenir des contrats commerciaux haut de gamme et incuber sa propriété intellectuelle personnelle. Toute sa façade d'entrepreneur indépendante était bâtie sur ce studio. Et maintenant, avec un seul email, il l'avait mise à la porte. C'est fou. Elle a pris son téléphone pour appeler la police, mais les mots suivants de son associé l'ont cloué au sol. Lise,
la dernière ligne de l'email concernant la poursuite d'une enquête judiciaire approfondie concernant les contrats et la comptabilité. Lise, nos livres ne peuvent pas survivre à un audit. Le téléphone de Lise lui a glissé de la paume et a claqué sur le plancher. Elle savait exactement ce qui n'allait pas avec ses livres. Dépenses d'événements fabriqués, faux cachets d'entreprise, détournement de dépôts de clients sans exécution de contrat. Révéler une seule de ces choses au grand jour suffirait à la détruire. Clara ne voulait pas seulement prendre sa compagnie. Clara voulait la ruiner entièrement. Et la journée n'était même pas finie. À 14 heures, alors que Lise était assise sur le canapé dans un état second, son téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était sa mère, la panique dans la voix. Lise, regarde les nouvelles. Tu es en tendance. Presque par réflexe, elle a ouvert les réseaux sociaux. En tendance au numéro 17 sur X, il y avait le hashtag maîtresse parisienne. Juste à côté, il y avait une icône rouge vif. Le message le plus populaire venait d'un compte de potins de célébrités massifs. 9 photos documentant tout son itinéraire avec Julien à Paris, s'embrassant sous la tour Eiffel, se tenant la main sur les Champs-Élysées, un profil de lui glissant sa carte noire pour elle dans une boutique. Les images étaient d'une clarté cristalline. Elles avaient même capturé son expression exacte alors qu'elle se tenait sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue devant le Louvre. La légende disait, un initié révèle que le PDG d'Innovation Valois a emmené sa dulcinée à Paris. Pendant ce temps, sa femme héritière milliardaire le quitte sans rien. Les internautes plaisantent, les billets pour Paris étaient un cadeau. Le paquet de licenciements est le plat principal. La section des commentaires était une marmite bouillonnante. Mort de rire. Sa femme est enceinte à la maison et il va à Paris pour jouer le grand amour. Le studio a été racheté. C'est quoi ce bordel? La famille Beaumont bouge vite. Contexte pour les non-informés, les Beaumont sont de la vieille richesse. Des milliards d'euros d'actifs. Le cerveau de cette fille a été frappé par un cheval pour s'en prendre à une héritière Beaumont. Arrêtez de la griller, les gars. Elle a déjà été expulsée du canal Slack de sa propre entreprise. Le visage de Lise a brûlé. Elle a jeté son téléphone dans les coussins du canapé et s'est recroquevillée en boule, tremblant violemment. Puis, elle s'est souvenue de quelque chose d'encore plus critique. Elle a couru à l'étage et a ouvert la porte du bureau de Julien. Julien était assis à son bureau, une pile de documents étalés devant lui, le visage livide. Il avait clairement vu les nouvelles car l'écran de son ordinateur portable était ouvert sur le même hashtag en tendance. Julien, comment oses-tu venir me chercher? Julien n'a même pas levé les paupières. Ce n'était pas moi. Je n'ai pas divulgué ces photos. Je ne suis pas si stupide. Lise balbutia, désespérée. C'était Clara. Elle les a définitivement publiées. Elle veut me détruire. Elle veut. Elle veut quoi? Julien a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang à cause de l'épuisement, le faisant ressembler à une bête traquée poussée à bout. A-t-elle engagé quelqu'un pour t'enlever et te traîner à Paris? T'a-t-elle forcé à m'embrasser au milieu de la rue? Lise a ouvert la bouche, mais pas un seul mot n'est sorti. As-tu la moindre idée? Julien s'est penché en arrière dans sa chaise, sa voix semblant entièrement vidée de vie. Qu'à cause de cette tendance, l'action de mon entreprise a encore chuté de 9% aujourd'hui. Mon père vient d'appeler. Il convoque une réunion du conseil d'administration demain. Il veut que je donne une explication publique. Lise est restée figée. Elle ne savait pas ce qu'était une réunion du conseil d'administration, et elle ne comprenait pas les actions ni pourquoi un seul article de presse les ferait chuter. Elle savait seulement qu'elle était misérable en ce moment, et Julien ne la réconfortait pas. Auparavant, si elle fronçait ne serait-ce que les sourcils, il demanderait ce qui n'allait pas. Maintenant, elle pleurait à chaudes larmes, et il ne pouvait même pas prendre la peine de la regarder. Tu as changé, dit-elle, la voix tremblante. Julien l'a regardée et a soudainement souri. Ce sourire portait une émotion qu'elle n'avait jamais vue sur son visage auparavant. Pas de douceur, pas d'indulgence. C'était la réalisation autodépréciative d'une monumentale stupidité. Je n'ai pas changé, dit-il. J'ai juste enfin vu clairement. Il s'est levé, a contourné le bureau et s'est tenu devant elle, la regardant de haut. Lise, la différence entre toi et Clara n'est pas une paire de billets pour Paris. C'est 1 milliard d'euros.
Lise a eu l'air d'avoir été giflée. Toute la couleur a quitté son visage. Julien ne l'a plus regardée. Il est passé devant elle, ses pas résonnant dans le couloir jusqu'à ce qu'il s'estompe, laissant Lise seule dans le bureau. Devant elle, un bureau couvert de rapports financiers et de graphiques boursiers, chaque ligne rouge plongeant droit vers le bas. Elle se souvenait d'être assise au même endroit à Paris, sirotant du vin, se sentant comme si elle avait déjà gagné. Elle avait demandé à Julien à l'époque, elle ne sera pas en colère si elle le découvre? Julien avait répondu, si elle le découvre, et alors? Maintenant, elle savait. Les Roses de Paris n'avaient une durée de vie que de 15 jours. La salle de réunion d'Innovation Valois se trouvait au 27e étage. Une paroi de fenêtres du sol au plafond offrait une vue panoramique sur la ville. Auparavant, lorsque Julien se tenait ici, il sentait que toute la ville était sous ses pieds. Aujourd'hui, se tenant ici, il sentait que toute la ville attendait de le voir devenir une blague. La salle de réunion était bondée. Le long de la table en acajou étaient assis des actionnaires, des membres du conseil d'administration et des cadres supérieurs. Près de 40 personnes le fixaient. Leurs yeux contenaient de l'inquiétude, de la surprise et de la jubilation ou l'épuisement engourdi de vouloir que la réunion se termine. La seule chose manquante était le respect avec lequel ils le regardaient auparavant. Julien était assis à la tête de la table. Une tasse de café noir froid était posée devant lui. Il n'en avait pas bu une seule gorgée depuis son entrée. Son père, Robert Valois, était assis à l'extrémité opposée de la longue table, le visage impassible. Commençons. Le vieil homme a claqué un dossier sur la table. Ordre du jour d'aujourd'hui. Les activités principales d'Innovation Valois saignent au premier et au deuxième trimestre. L'action a chuté de plus de 40% en un demi-mois. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? La pièce est restée silencieuse pendant 3 secondes avant d'éclater. Monsieur Valois, tous mes principaux clients ont été débauchés par Capital Beaumont la semaine dernière. Leurs devis sont 30% inférieurs aux nôtres, et ils les bloquent avec des contrats à vie avec un accès prioritaire au service financier Beaumont. Nous ne pouvons pas rivaliser avec cela. Chaque piste que nous suivons meurt. Un vice-président du marketing a claqué son dossier sur la table. La finance, c'est pareil. Après que votre femme a retiré son capital, nos flux de trésorerie ne peuvent nous soutenir que jusqu'au trimestre prochain. 3 nouveaux projets de RD sont suspendus. Les fournisseurs nous réclament les paiements finaux. Mon département a perdu 12 personnes ce mois-ci. Elles sont toutes parties. C'était le groupe principal que votre femme avait amené. Maintenant, elles travaillent toutes chez Beaumont. Elles n'ont même pas changé de bureau, juste échangé leur badge d'identité. La vitesse d'embauche de Beaumont nous laisse sur place. Ce ne sont pas seulement les cadres intermédiaires. 2 directeurs de la conception sont partis aussi. On dit que Beaumont leur a offert le double de leur salaire annuel. Les doigts de Julien se sont recroquevillés involontairement sur le dessus de la table. Au-dessus des plaintes chaotiques, une voix a soudainement retenti, teintée d'une hostilité non dissimulée. Je veux poser une question au PDG. L'orateur était Monsieur Davis, membre du conseil d'administration, 4e plus grand actionnaire d'Innovation Valois et l'une des personnes qui s'était le plus violemment opposée au mariage de Julien avec Clara. À l'époque, Julien pensait que Monsieur Davis était simplement jaloux. En y repensant maintenant, l'homme avait simplement vécu 30 ans de plus et possédait des yeux beaucoup plus vifs. Dites-moi, Julien, quand vous êtes allé à Paris, avez-vous jamais réfléchi à ce qui vous attendrait à votre retour? Monsieur Davis s'est penché en arrière dans sa chaise, son ton dangereusement égal. Je ne suis pas ici pour fouiller dans votre vie personnelle. Avec qui vous êtes allé à Paris, pendant combien de temps, ou combien vous avez dépensé, je m'en fiche. Mais Innovation Valois a vu 12 de ses cadres clés débauchés et des milliards d'euros de capital drainés. Tout cela s'est produit sur exactement 15 jours, et votre téléphone était éteint pendant tout ce temps. Il a fait une pause, martelant chaque mot. Je veux demander au nom de toutes les personnes assises ici. Julien, êtes-vous le PDG d'Innovation Valois ou êtes-vous le guide touristique personnel de Lise Bertrand? L'air a été aspiré de la pièce. Personne n'a parlé. Tout le monde attendait la réponse de Julien. Julien est resté silencieux pendant 5 secondes. Monsieur Davis a raison. Sa voix était rauque, mais il l'a stabilisée. J'ai été négligent pendant ces 2 semaines. C'est ma faute. Je n'ai aucune excuse.
Monsieur Davis ne s'attendait clairement pas à ce qu'il l'admette si facilement et a été brièvement pris au dépourvu. Julien a continué. Attrition des clients, je dirigerai personnellement les négociations pour les reconquérir. La crise de trésorerie, j'ai des actifs personnels que je peux injecter dans l'entreprise. Quant au personnel, il a fait une pause. Une vague d'amertume lui est montée à la gorge, mais il l'a ravalée. Ces personnes n'ont pas été débauchées. Ces personnes ont toujours appartenu au Beaumont. Elles n'ont jamais appartenu à Innovation Valois. Elles étaient simplement là pour exécuter une opération d'infiltration de 3 ans, mais ils ne pouvaient pas le dire à voix haute. Quant au personnel, je vais restructurer l'équipe immédiatement. Il a ouvert les mains, balayant du regard toutes les personnes présentes dans la pièce. Messieurs, Innovation Valois n'en est pas arrivé là facilement. J'ai créé ce désordre, et j'assumerai l'entière responsabilité de le réparer. Après un léger murmure de discussion, les expressions de la plupart des personnes dans la pièce se sont légèrement adoucies. Monsieur Davis a ricané, mais n'a pas insisté. Après tout, il était le seul étranger. Tous les autres portaient le nom de Valois ou avaient des liens profonds avec la famille Valois. Robert Valois n'avait pas dit un mot, ni même regardé son fils une seule fois. Il fixait le dossier devant lui. Les mots dorés au conseil d'administration d'Innovation Valois flouaient dans ses yeux troubles. Il pensait à autre chose. Il pensait à sa belle-fille, Clara. Pendant les 3 ans où elle a été mariée à la famille Valois, elle lui rendait visite à l'ancien domaine tous les mois. Quand ses jambes lui faisaient mal, elle poussait son fauteuil roulant dans le jardin. Quand sa tension artérielle montait en flèche, elle a appris un livre de recettes complet à faible teneur en sodium et venait tous les week-ends pour cuisiner pour lui personnellement. Une fois, lorsqu'il a glissé avec sa canne, elle a couru plus vite que les infirmières, s'écorchant les genoux sur les carreaux. Ils étaient meurtris pendant un demi-mois, mais elle ne s'est jamais plainte une seule fois. Et son fils, pendant que sa belle-fille était enceinte, avait emmené une autre femme à Paris. Ainsi, lorsque la réunion a abordé le 3e point de l'ordre du jour, la motion d'urgence visant à déterminer si Julien Valois devait continuer à occuper le poste de PDG exécutif. Le grand écran LCD dans le coin de la pièce, qui était resté silencieux, s'est soudainement allumé. La sonnerie d'appel vidéo a retenti 2 fois. Une silhouette est apparue à l'écran, une femme. Elle portait un blazer crème parfaitement coupé, ses cheveux relevés pour révéler les lignes élégantes de son cou, son visage exprimait peu d'émotion, son front portait une sérénité légère et indifférente. Mais tout le monde dans la salle de réunion a halté. C'était Clara. Pourtant, elle ne ressemblait en rien à la discrète Madame Valois, souriante et douce, qui se tenait derrière Julien il y a 3 ans. Elle ressemblait à une personne complètement différente. Ou plutôt, elle était enfin revenue à ce qu'elle était toujours censée être. Bonjour, conseil d'administration. La voix de Clara a traversé les haut-parleurs, nette, calme, dépourvue d'émotions excessives. Je suis Clara Beaumont. Mes excuses en raison du décalage horaire. Je ne peux pas être là en personne et dois participer à la réunion d'aujourd'hui via cette méthode. La secrétaire de la réunion a expliqué frénétiquement, Mademoiselle Beaumont détient actuellement 32% des actions d'Innovation Valois. Selon les statuts de l'entreprise, elle a le droit de participer à cette réunion du conseil d'administration à distance. 32%. Ce chiffre est tombé comme une charge de profondeur explosant silencieusement dans la pièce. Tout le monde faisait des calculs mentaux. 25% était sa dot. D'où venaient les 7% supplémentaires ? Personne n'a osé demander. Restons à l'ordre du jour, a dit Clara. Nous sommes au 3e point, n'est-ce pas ? La secrétaire a balbutié, oui. Clara a légèrement hoché la tête. Son regard a traversé l'écran comme si elle traversait des milliers de kilomètres et s'est posée carrément sur Julien, assis à la tête de la table. Non, pas comme si. Elle le regardait droit dans les yeux à des milliers de kilomètres de distance, à travers la distance qu'il lui avait personnellement offerte, à travers les milliards d'euros de valeur nette qu'il avait personnellement gaspillés, à travers un enfant à naître. Puisqu'il s'agit du 3e point, sa voix était légère, comme une plume tombant sur l'eau. Pourtant, elle a provoqué des ondes dans toute la pièce. Je suppose qu'en tant qu'actionnaire, je devrais voter. Les doigts de Julien se sont violemment crispés sur le dessus de la table. À l'écran, Clara a légèrement incliné la tête, un sourire fantomatique apparaissant au coin de sa bouche. Ce n'était pas un sourire.
C'était une expression qu'il n'avait pas vue depuis trop longtemps, mais qu'il reconnaissait instantanément. C'était le calme qui s'installait sur son visage juste avant qu'elle ne prenne une décision irrévocable. Je vote. Elle a articulé chaque syllabe parfaitement. Pour son renvoi. La salle de réunion était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton au muet. Chaque murmure, chaque souffle, chaque grincement de chaise a disparu. Seule la voix de Clara résonnait dans l'air. Renvoi, pas opposition, pas abstention. Renvoi. Julien a regardé la femme familière mais étrangère sur l'écran. Ses lèvres ont bougé, voulant dire quelque chose, mais sa gorge semblait bloquée. Il a réalisé qu'il connaissait ce visage depuis 3 ans, mais qu'il ne l'avait jamais vu porter cette expression. Froide, aiguisée, en contrôle absolu. Il s'est soudain souvenu d'un vieux proverbe qu'il avait entendu il y a longtemps. Un père tigre n'engendre pas un chien. Il avait vécu trop facilement ces 3 dernières années. Il avait en fait oublié le vieil adage. Les résultats du vote seront publiés dans les 3 jours ouvrables. Clara a légèrement hoché la tête à la caméra. Je vous souhaite à tous une agréable réunion. L'écran est devenu noir. L'air dans la salle de réunion n'a pas recommencé à circuler. Les actionnaires ont échangé des regards terrifiés. Personne n'a osé être le premier à parler. Même le visage de Robert Valois a changé de couleur, non pas de colère, mais parce qu'il ne s'était pas attendu à ce que Clara frappe avec une telle impitoyabilité, si directement, ne laissant absolument aucune marge de manœuvre. Il savait ce que son fils pensait à ce moment-là. Mais il connaissait mieux sa belle-fille. Clara ne faisait jamais les choses à la surface. Si elle disait de renvoi, cela signifiait qu'elle avait déjà préparé chaque étape ultérieure après le succès du renvoi. Comme pour valider la prémonition du vieil homme, le téléphone de la secrétaire a vibré. Il a jeté un coup d'œil et son visage s'est vidé de toute couleur, devenant d'un gris maladif. Monsieur Valois. Sa voix a tremblé. Le compte de relations publiques officiel de Capital Beaumont vient de publier une déclaration il y a 1 minute. Lisez-la, a ordonné Robert Valois d'une voix grave. La secrétaire a baissé la tête et a lu mot par mot, sa voix tremblante. Annonce de Capital Beaumont. Opérant selon les principes de négociation amicale et de développement à long terme, Capital Beaumont a conclu un partenariat stratégique profond avec les principaux actionnaires d'Innovation Valois. Actuellement, Capital affilié Beaumont contrôle 36,8% des actions d'Innovation Valois. Nous exhortons le conseil d'administration d'Innovation Valois à donner la priorité aux intérêts de tous les actionnaires et à prendre des décisions prudentes dans le climat actuel difficile. 36,8%. La salle de réunion a complètement explosé. 36,8%. Plus, les actionnaires minoritaires avec lesquels elle avait de bonnes relations, le pouvoir de vote réel qu'elle contrôlait dépassait déjà largement 1/3. Un membre du conseil d'administration a claqué sa main sur la table et s'est levé. Ce n'est plus seulement une question de renvoi. Elle a un droit de veto. Robert Valois a fermé les yeux. Il n'a pas argumenté parce que personne n'avait rien dit de mal. Du début à la fin, Julien n'avait pas dit un seul mot. Il était assis à la tête de la table, fixant l'écran assombri pendant très longtemps. L'écran reflétait son propre visage, pâle, creux, comme un prisonnier juste traîné de son trône. Il s'est souvenu du mariage de Clara avec lui. Il s'était agenouillé devant Richard Beaumont et avait fait une promesse, « Papa, je jure que je ne la laisserai jamais subir le moindre grief de sa vie. » 3 ans plus tard, Clara a voté pour son renvoi à travers un écran sans un seul mot superflu. Pas de pleurs, pas d'accusations. Non. Sais-tu à quel point tu m'as fait du mal? Juste un renvoi net et décisif, et une annonce glaciale sur le capital d'entreprise. C'était la fille de la famille Beaumont, sa femme, la mère de son enfant, la plus grande erreur de jugement de toute sa vie. La porte de la salle de réunion s'est ouverte. L'assistant a passé la tête et a appelé timidement, « Monsieur Valois, il y a des journalistes en bas. Ils ont dit qu'ils avaient reçu le communiqué de presse de Beaumont et voulaient vous interviewer concernant la motion de renvoi. » La réponse a été la canne de Robert Valois qui a frappé lourdement le sol, un craquement assourdissant qui a surpris tout le monde dans la pièce. Qu'y a-t-il d'autre à dire? La voix du vieil homme s'est finalement brisée comme une plaque tectonique se fissurant après avoir été sous pression trop longtemps. Quand tu serrais cette Lise à Paris, as-tu jamais pensé à aujourd'hui? Julien s'est levé sans un mot. Sa chaise a grincé durement en arrière.
Il n'a pas répondu. Son père n'a pas répondu. Aucune des personnes présentes n'a répondu. Il s'est simplement dirigé pas à pas vers la porte de la salle de réunion, a posé sa main sur la poignée, a fait une pause de 2 secondes et a prononcé 3 mots d'une voix que seul lui pouvait entendre, Clara Beaumont. La porte s'est refermée derrière lui. Dans la salle de réunion, près de 40 actionnaires se sont regardés avec consternation. Le café sur la table était devenu complètement froid, et dehors, l'action d'Innovation Valois continuait de chuter. 3 ans plus tard, Zurich, Suisse. Au dernier étage du siège européen de Capital Beaumont, Clara était assise près de la fenêtre du sol au plafond, regardant la ligne de neige des Alpes scintiller d'or au soleil couchant. Étendu sur le bureau se trouvait un document que Maître Dubois avait envoyé hier, l'état financier complet d'Innovation Valois au cours des 3 dernières années. Avec un stylo plume argenté, elle a écrit 3 mots sur la couverture du rapport, prêt à récolter. On a frappé à la porte 2 fois. La porte s'est ouverte et une petite tête a d'abord fait son apparition. Ses cheveux étaient impeccablement peignés. Un petit costume et un nœud papillon parfaitement arrangés. Une paire d'yeux noirs de jet a balayé la pièce avant que son petit corps entier ne se glisse par la fente de la porte. Maman. Le petit Léo Beaumont se tenait devant le bureau, les mains derrière le dos, sa posture droite comme un i, ressemblant exactement à un cadre supérieur venant livrer un rapport. Il avait 3 ans cette année. Plus précisément, 3 ans et 2 mois. Né à Zurich, titulaire d'un passeport suisse, parlant couramment anglais, mandarin, français et allemand. Dans les restaurants gastronomiques, il pouvait discuter avec le chef en français des origines du fromage. Au musée des sciences, il pouvait expliquer la blockchain en anglais aux étudiants universitaires à côté de lui. Tu veux manger du gâteau au chocolat aujourd'hui? Clara l'a soulevé et l'a posé sur ses genoux. Léo a secoué la tête. Tu veux jouer avec le nouveau set de Lego? Il a secoué la tête à nouveau. Puis il a sorti une main de derrière son dos. Serré dans son poing se trouvait un morceau de papier. Maman. Sa voix était laiteuse et douce, mais son expression était intensément sérieuse. J'ai cherché une personne sur Internet aujourd'hui. Qui? Julien Valois. Les doigts de Clara se sont arrêtés. En 3 ans, le nombre de fois où ce nom était sorti de sa bouche pouvait se compter sur les doigts d'une main. Ce n'était pas un évitement délibéré. C'était juste que cette personne n'était devenue rien de plus qu'une ligne de données sur un registre. Ancien PDG d'Innovation Valois. L'action a chuté de 71% par rapport à son sommet. Les activités principales cannibalisées par Beaumont. Éliminé du top 500 de Forbes cette année. C'était tout. Mais Léo ne savait rien de tout cela. Il ne savait qu'une chose. Son nom de famille était Beaumont, pas Valois. Il avait commencé à demander pourquoi il n'avait pas de père à l'âge de 3 ans, posant la question avec une telle insistance que Clara avait une réponse mémorisée. Maman. Il a lissé le papier imprimé. Sur celui-ci, une photo floue d'un homme clairement capturé à partir d'une page web. Cette personne me ressemble beaucoup. Clara a baissé les yeux. Il lui ressemblait. Le front, l'arête du nez, la courbe des lèvres, s'étaient pratiquement sculptés dans le même moule. La génétique était une chose mystique. Elle l'avait porté pendant 10 mois. Et l'enfant a fini par ressembler exactement à l'homme qui ne connaissait même pas sa date de naissance. Heureusement, son cerveau n'avait pas pris après lui. Et alors, elle a demandé, et alors? Je veux savoir. Léo a incliné la tête, réfléchissant pendant 2 secondes avant de poser une question qui a totalement pris Clara au dépourvu. Maman, est-ce que c'est l'idiot? Clara n'a pas pu retenir un rire. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que grand-mère Marthe a dit qu'il ne voulait pas de nous. Je pense qu'un homme qui ne veut même pas de quelqu'un d'aussi incroyable que maman doit être un idiot total. Clara a jeté un coup d'œil à la porte. Marthe se tenait là, tenant une assiette de fruits, incapable de réprimer le sourire au coin de sa bouche. Clara a ramené son regard et a pincé la petite joue de Léo. Tu veux le voir? Léo y a réfléchi, puis a hoché la tête très sérieusement. Pas pour le réclamer, juste pour jeter un coup d'œil. Pour voir à quoi ressemble un idiot en personne. 1 mois plus tard, un jet privé en provenance de Zurich a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle. Le convoi d'entreprises de Capital Beaumont attendait déjà devant le terminal privé. 3 Maybach noirs alignés,
l'équipe de sécurité au garde à vous. Lorsque Clara a descendu les escaliers avec Léo, Maître Dubois attendait déjà près de la voiture. Mademoiselle Beaumont, il a tendu une tablette. Les arrangements pour le gala de ce soir sont complets. La liste des participants confirmés d'Innovation Valois inclut Julien Valois. Sait-il que je suis de retour? Il ne le sait pas. Maître Dubois a ajusté ses lunettes. Il sait seulement que Capital Beaumont envoie un cadre de haut niveau ce soir. Il ne sait pas exactement qui. Après tout, vous n'avez pas fait d'apparition publique aux États-Unis depuis 3 ans. Clara a hoché la tête, se penchant pour soulever Léo dans la voiture. Nerveuse, a-t-elle demandé. Léo ajustait son petit nœud papillon. En entendant cela, il la regardait, son expression suggérant que la question était incroyablement enfantine. Maman, dit-il. Suis-je censé l'être? Clara a souri. Cet enfant n'avait vraiment pas pris après son père. À 20h, un tapis rouge était déroulé devant le club privé le plus exclusif de Paris. Des journalistes financiers bordaient les deux côtés, les flashs crépitant sans cesse alors que les gens montaient les marches. Le gala de ce soir était organisé par Capital Beaumont. Nominalement, il s'agissait de célébrer l'expansion réussie des opérations européennes de Beaumont. En réalité, c'était Clara qui s'offrait un spectacle de retour à la maison. Cela faisait 3 ans. Cette ville avait presque oublié à quoi elle ressemblait. Il était temps de lui rafraîchir la mémoire. Lorsque les doubles portes dorées ont été lentement poussées par le personnel. Toutes les lumières de la salle de banquet se sont tamisées pendant 2 secondes. Puis un projecteur s'est allumé, se dirigeant directement vers Clara. Elle portait une robe de soirée en velours bleu nuit, la traîne balayant le sol. Autour de son cou pendait un collier d'émeraude que son père lui avait donné, assorti de boucles d'oreilles en forme de gouttes de la même collection. Ses longs cheveux étaient relevés, mettant en valeur les lignes élégantes de son cou. Son maquillage était discret. Une femme de son âge n'avait pas besoin de maquillage lourd pour prouver quoi que ce soit. Le temps lui-même était le meilleur témoignage. Toute la pièce est restée complètement silencieuse pendant 3 secondes entières. Puis le bruit des obturateurs d'appareils photo a retenti comme une pluie torrentielle. Clara tenait la main de Léo, descendant les marches une par une. Léo portait un mini smoking sur mesure, son nœud papillon assorti à la couleur de sa robe. Ses petites chaussures habillées étaient polies jusqu'à briller comme un miroir. Il marchait comme un petit prince. Sa main tenait les doigts de Clara, ni trop serrés, ni trop lâches. Son regard balayait calmement les visages des invités dans la pièce. Tandis qu'il traversait la foule, les murmures ont surgi derrière eux comme un raz-de-marée. C'est Clara Beaumont? Ne se remettait-elle pas à l'étranger? Qui est l'enfant à côté d'elle? Son fils. S'est-elle remariée? Attendez, regardez attentivement le visage de cet enfant. Pourquoi ressemble-t-il exactement à... L'orateur n'a pas terminé la phrase car il a vu les personnes se tenant derrière Clara et a entièrement avalé la seconde moitié de la phrase. Dans le coin se tenait le groupe Innovation Valois. Robert Valois s'appuyait sur sa canne, accompagné de quelques actionnaires vétérans de Valois, et se tenait au tout premier rang un homme en costume noir méticuleusement taillé. Sa silhouette était plus fine que 3 ans auparavant, mais la structure était restée. Ce visage portait toujours les vestiges de ses anciens contours vifs, Julien Valois. Il tenait un verre de vin rouge. Son coude figé à un angle contre nature. Ses doigts serraient la tige du verre si fort que ses phalanges étaient blanches. Il est resté immobile. Son regard n'était pas sur Clara. Il regardait Léo. Il a vu le visage de Léo. Ce petit visage, qui semblait pratiquement copier-coller du sien, était incliné vers le haut, curieusement, observant tout dans la salle de banquet. Léo l'a vu aussi. Un grand, un petit, 2 visages identiques se sont fixés à travers toute la salle de banquet. Léo l'a regardé pendant environ 3 secondes, a incliné la tête, puis, comme s'il arrivait à une conclusion, a laissé échapper un doux mot. Il s'est retourné et a tiré sur l'ourlet de la robe de Clara. Maman. Il a baissé la voix, à un volume que seuls eux deux pouvaient entendre. J'ai vu l'idiot. Clara s'est penchée et a demandé au même volume. Qu'en penses-tu? Léo a réfléchi un instant, puis a dit très sérieusement. Plus laid que sur la photo. Clara a failli ne pas garder son sérieux. Et puis Léo a fait quelque chose à quoi elle ne s'attendait absolument pas. Il a lâché sa main et,
faisant de petits pas délibérés, a marché droit vers Julien. Ses petites chaussures habillées cliquetaient sur le sol en marbre. Tap, tap, tap. Chaque pas était régulier, toute la foule d'invités s'est écartée comme Moïse fendant la mer Rouge, traçant automatiquement un chemin. Tout le monde regardait pour voir ce que cet enfant allait faire. Le verre de vin dans la main de Julien a tremblé. Léo s'est arrêté juste devant lui et a levé les yeux. Un enfant de 3 ans levant les yeux vers un homme adulte de 1,80 m est en net désavantage de posture, mais l'aura de Léo n'a pas cédé d'un pouce. « Monsieur » a-t-il dit. Sa voix était enfantine, mais son articulation était d'une clarté terrifiante. « Bonjour. » Julien a ouvert la bouche, mais n'a pas pu forcer un seul mot. « Monsieur, vous n'avez pas besoin d'être nerveux » a ajouté Léo pensivement. Puis il a joint les mains devant lui, a incliné la tête et l'a regardé. « Je veux juste poser une question. » Demandez. Julien s'est accroupi, s'efforçant de faire paraître sa voix normale. « J'ai entendu dire que vous connaissiez ma maman » a dit Léo, pointant du doigt la direction de Clara. « Est-ce vrai ?» Julien a suivi son doigt et a vu la femme en robe bleu nuit au milieu de la foule. 3 ans sans la voir. Elle avait été sculptée par le temps en quelqu'un d'encore plus beau. Si beau que sa propre respiration ressemblait à une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser. Oui, sa voix est devenue rauque. Je connais ta maman. Alors êtes-vous ? Léo a fait une pause, a cligné des yeux, et utilisant un ton innocent mais mortellement destructeur, a demandé l'idiot qui a essayé de courtiser ma maman à l'époque et a échoué. Toute la salle de banquet était comme si quelqu'un avait mis le son en sourdine. Tout le monde tenant un verre de vin a tendu l'oreille pour écouter. Julien est resté figé là. Ses lèvres ont bougé longtemps, mais il n'a pas pu dire un mot. Ce n'est pas grave, monsieur. Léo a tapoté son genou comme pour réconforter un camarade de classe qui a échoué à un examen. Ma maman est très difficile à courtiser. Échouer n'est pas embarrassant. Ayant dit son mot, il s'est retourné et est parti, laissant derrière lui une salle entière d'invités stupéfaits. Clara se tenait dans la foule, regardant Léo revenir vers elle en courant. Il a levé les yeux, a esquissé un petit sourire et a fait un clin d'œil. « Maman, j'ai fini de demander. » « Tu as eu ta réponse ?» Léo a hoché la tête avec sérieux. « Vérifiez. Il est encore plus bête que je ne le pensais. » Dès qu'il a eu fini, il a semblé se souvenir d'autre chose. Il a doucement tiré la robe de Clara, lui faisant signe de se pencher. Clara a approché son oreille de sa petite bouche. La douce voix laiteuse de Léo a articulé une phrase qui a de nouveau fait taire la pièce. La vue de monsieur n'est pas très bonne non plus. Clara a pris une profonde inspiration, s'est penchée, l'a soulevée et l'a embrassée sur le front. Bébé a raison. Du début à la fin, elle n'a pas regardé Julien une seule fois. Le brouhaha du gala a repris et a duré environ une demi-heure. Léo a dit à Clara, « Maman, le champagne ici sent trop fort. Je veux aller manger du gâteau. » Clara l'a posé et lui a dit de trouver Marthe, mais ne l'a pas suivi, sachant très bien que cet enfant n'allait pas réellement chercher du gâteau. Il n'avait jamais été très friand de sucreries. Bien sûr, Léo s'est dirigé directement vers une table ronde dans un coin où 5 ou 6 hommes d'âge mûr étaient assis. Plusieurs directeurs d'innovation valois et des cadres de Capital Beaumont étaient réunis là, se disputant rouge de visage sur les termes d'une proposition d'acquisition. Tandis que Léo passait, ses yeux ont été attirés par la proposition de projet étalée sur la table. Il s'est arrêté, s'est tenu sur la pointe des pieds pour jeter un coup d'œil, et a laissé échapper un doux bum. Ce bum de doute pas si discret a été capté par un vice-président des finances de Valois, un homme d'une 40aine d'années qui s'arrachait les cheveux à cause d'une divergence de données dans le plan. Il a agité la main avec impatience. « Petit, ne touche pas. » Léo n'est pas parti. Il a regardé un instant de plus, puis a levé les yeux et a livré une critique pas si discrète. Une prime de 12% pour acquérir une entreprise avec un taux de croissance annuel composé de seulement 3,7%. Vous, chez Valois, avez trouvé votre argent dans la rue. La zone autour de la table ronde est instantanément devenue silencieuse. La bouche du vice-président est restée ouverte, son stylo tombant sur la table. Un cadre à côté de lui a froncé les sourcils et s'est penché. « Petit, qui t'a appris à dire ça ?» Léo n'a pas répondu. Il s'est tenu sur la pointe des pieds, a tendu un petit doigt et a pointé un point de données spécifique sur la proposition. Son rythme était sans hâte,
mais chaque mot a frappé comme une pierre jetée carrément sur leur visage. Vous avez ignoré le risque de dépréciation du goodwill. Les actifs principaux de cette entreprise sont 3 projets de biotechnologie encore en phase d'examen de brevet. Le taux d'approbation est inférieur à 40%. Si vous les acquérez avec une prime de 12%, au moment où ces brevets sont rejetés, la perte sur papier de cet investissement dépassera 1,5 milliard d'euros. Silence de mort. Le visage du vice-président des Finances a pris la couleur d'un foie meurtri. Léo a retiré sa main, l'a glissée dans sa poche et a légèrement incliné la tête. Bien sûr, ce n'est que mon opinion personnelle. Vous n'êtes pas obligé d'écouter. Après tout, ce n'est pas mon argent que vous perdez. Julien s'était frayé un chemin à travers la foule à un moment donné. Il se tenait là, tenant son verre, ses phalanges blanches, juste à temps pour entendre la dernière phrase de Léo. Ce n'est pas mon argent que vous perdez. Un enfant de 3 ans critiquant une acquisition d'entreprise de plusieurs milliards d'euros pour une société cotée en bourse. La terminologie était impeccable. La logique d'une clarté cristalline, la citation des données parfaitement exactes. Le ton était calme mais létal. Le visage du vice-président est passé du violet au rouge. Que peut savoir un gamin comme toi? Léo ne s'est pas énervé. Il a juste incliné la tête, donnant au vice-président un regard qui semblait dire « Voulez-vous la vérité polie ou la vérité brutale ?» Puis il a parlé. Sa vitesse était sans hâte, chaque mot frappant avec impact. Voudriez-vous que je vous l'explique dans une autre langue? Anglais, français, allemand, choisissez. Dans le coin, un vieil homme européen tenant un café a soudainement éclaté de rire. C'était le banquier d'affaires international le plus ancien présent ce soir-là. Ayant observé toute la scène depuis les coulisses, il s'est avancé, s'est penché et a demandé à Léo en français courant, « Petit garçon, lisez-vous les journaux français ?» Léo s'est tourné pour le regarder, et a répondu impeccablement en français, « Je connais probablement mieux la section financière du Figaro que vous, monsieur. Au fait, cette analyse que vous avez publiée la semaine dernière sur le taux d'inflation de la zone euro présentait une erreur dans sa citation de données. » Le vieux banquier a failli renverser son café. Il a fixé Léo avec de grands yeux, son sourire amusé se transformant en choc puisant une sorte d'expression que l'on réserve à l'observation d'une espèce en voie de disparition. « Mon Dieu » a-t-il marmonné en français, se redressant lentement, « D'où vient ce gamin ?» Léo a haussé les épaules et a répondu nonchalamment en français. « Zurich. » Puis il s'est retourné pour partir. En passant devant Julien, il a semblé se souvenir de quelque chose, a fait une pause, a levé les yeux et a dit en parfait anglais, « Monsieur, votre équipe a besoin d'être remplacée. Cette proposition de FA que vous venez de discuter est pire qu'un projet de groupe de maternelle. Bien sûr, c'est surtout de leur faute, mais cela montre aussi qu'en tant que patron, votre œil pour le talent est assez terrible. » L'air dans la pièce s'est figé à 7 secondes. Léo a terminé sa pensée et est parti, sa petite silhouette se faufilant sans hâte à travers la foule vers la table des desserts, agissant comme s'il avait simplement laissé tomber une bombe au passage et n'avait aucun intérêt à regarder l'explosion. Et la bombe avait définitivement explosé derrière lui. Les visages de ces hommes sont passés du rouge au blanc au vert. Ils serraient leurs verres de vin si fort qu'ils ont failli les briser. Pendant ce temps, Lise Bertrand, qui avait accompagné Julien, serrait sa propre flûte de champagne, les veines sur le dos de sa main gonflant. Elle a fixé ce petit visage si identique à celui de Julien, mais le traitant avec un mépris total et a senti une vague de chaleur lui monter directement à la tête. Elle a claqué son verre sur le plateau d'un serveur qui passait, ses talons cliquetant sèchement alors qu'elle faisait quelques pas rapides et bloquait le chemin de Léo. « Petit garçon, dit-elle, sa voix essayant de forcer une courbe, mais les bords de cette courbe tremblaient. De qui es-tu l'enfant ? Léo s'est arrêté net et l'a regardé. Dans ce regard, il n'y avait aucune curiosité, aucune innocence enfantine, seulement un examen prématuré, d'une sérénité troublante. « Et qui êtes-vous, madame ? Que voulez-vous » La bouche de Lise a tressailli. « Petit garçon, tu peux m'appeler sœur. » Votre ligne de sourire suggère que ce titre est inapproprié. Quelqu'un dans la foule a inspiré brusquement. Le voile de douceur soigneusement construit sur le visage de Lise s'est finalement fissuré. Elle a fait un pas en avant, s'est penchée et a sifflé. « Toi et ta mère, vous n'êtes rien de bon. » Léo n'a pas reculé. Il est resté fermement en place, a levé les yeux et a gardé son volume modéré, mais assez fort pour que tout le monde autour l'entende parfaitement. « Madame,
je ne suis qu'un enfant de 3 ans. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par rien de bon au point. Cependant, il a fait une pause, pointant un petit doigt vers son propre nœud papillon. Veuillez maintenir une distance professionnelle. Éloignez-vous de moi. Sinon, mon équipe juridique vous enseignera le sens de la décence. Toi, un enfant de 3 ans, avec une équipe juridique? Un enfant de 3 ans n'a pas besoin d'un avocat, a dit Léo sérieusement. Mais ma maman en a. L'équipe juridique de ma maman vient de gagner une affaire transnationale d'antitrust et de fusion-acquisition de 10 milliards l'année dernière. Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter leur taux de victoire avant de décider si vous voulez continuer à élever la voix contre moi. Les lèvres de Lise ont tremblé longtemps avant qu'elle ne perde finalement le contrôle et ne hurle « Qui te crois-tu être ? Tu penses que parce que ta mère a un peu d'argent, elle est invincible ? À l'époque, ta mère n'était rien d'autre qu'une. » Son joli visage est devenu rouge vif, sa voix perçante, mais sa phrase a été coupée par une voix froide et nette. Rien d'autre qu'une quoi. Tous les regards dans la pièce se sont tournés vers la source du son. Clara est descendue l'escalier en colimaçon, ses talons tapant un rythme mesuré et sans hâte contre le marbre. Elle avait enfilé un tailleur pantalon en velours noir assorti de stilettos. Son visage n'exprimait aucune émotion, mais son aura à elle seule avait déjà plongé toute la salle de banquet dans un silence de mort. Léo a couru à ses côtés. Elle a posé une main sur son épaule, a baissé les yeux sur lui, puis a levé les yeux et les a fixés sur le visage de Lise. Lise a reculé d'un pas. Il y a 3 ans, cette femme était pour elle sœur Clara. Clara ne s'était pas donné la peine de la détruire à l'époque parce qu'elle considérait toujours Julien comme son mari. Maintenant qu'elle ne reconnaissait même plus Julien. Qu'est-ce que Lise Bertrand était pour elle? Lise? Clara s'est approchée d'elle, sa voix légère, mais chaque mot mesuré comme une règle. Tu allais dire, à l'époque, je n'étais rien d'autre qu'une quoi. Tu ne peux pas le dire? Alors, laisse-moi t'aider. Elle a gardé une main sur l'épaule de Léo, le coin de sa bouche se courbant légèrement. Tu voulais probablement dire, à l'époque, je n'étais rien d'autre qu'une femme au foyer négligée, rejetée par son mari, n'est-ce pas? Lise n'a pas parlé, mais l'éclat de ressentiment dans ses yeux a répondu pour elle. Alors te souviens-tu? Clara a fait un pas en avant, forçant le dos de Lise contre le bord d'une table à manger. Combien de dot j'ai apporté quand j'ai épousé Julien Valois? Lise a dégluti difficilement. 1 milliard d'euros en espèces. 3 réseaux de chaînes d'approvisionnement principaux, plus 3 sièges au conseil d'administration pour la famille Beaumont, a répondu Clara pour elle, puis a incliné la tête. Qu'est-ce que tu lui as apporté, toi? Un voyage en couple à Paris ou 17 sacs Hermès? Les lèvres de Lise ont tremblé. Les yeux de chaque personne dans la salle de banquet étaient rivés sur elle et Clara. Les journalistes financiers brandissaient leur téléphone. Le bruit des obturateurs d'appareils photo a complètement disparu. Ils ne prenaient pas de photos. Ils enregistraient des vidéos. Il y a quelque chose que tu n'as peut-être jamais compris. La voix de Clara était paisible, comme si elle raisonnait avec un enfant ignorant. Julien ne m'a pas abandonné. Je l'ai jeté. Il y a une différence énorme. Prends ton temps et réfléchis-y. Sur ce, elle a pris la main de Léo et s'est détournée pour partir, ne jetant pas un second regard à Lise. Derrière eux est venu le son de verre brisé. Quelqu'un avait laissé tomber son verre de vin. Cela n'avait plus d'importance. Et dans le coin, Julien avait complètement perdu la capacité de réagir. Il est resté immobile, ses doigts serrant si fort qu'ils étaient devenus blancs. Ce visage, qui avait autrefois rayonné de fierté sur les couvertures de magazines économiques, n'arborait plus qu'une pâleur creuse et mortelle. Léo ne l'a pas regardé. Il a tenu la main de Clara et a marché en avant, ses petites chaussures habillées tapant contre le marbre, chaque pas résonnant distinctement dans le hall caverneux. Pendant une semaine entière après le gala, le cercle financier de la ville a disséqué chaque détail de cette nuit. Bien que la vidéo ait été floue, le hashtag prodige 3 ans grille d'escadrestèche a dépassé les 300 millions de vues sur X. Julien s'est enfermé dans son bureau et a regardé cette vidéo d'innombrables fois. Chaque fois qu'il la regardait, il avait l'impression que quelqu'un lui passait une scie émoussée sur la poitrine. Chaque regard, chaque mot du petit garçon à l'écran était comme de la chair arrachée directement de son cœur. Il lui ressemblait tellement. Le front, le nez, la courbe des lèvres. C'était pratiquement un clone miniature, mais son nom de famille était Beaumont.
Il ne l'appelait pas papa. Il l'appelait le monsieur. Lise avait été inhabituellement silencieuse ces derniers jours. Elle s'était enfermée dans la chambre d'amis, son téléphone en mode ne pas déranger, gardant les rideaux tirés. Ce n'était pas qu'elle ne voulait pas faire une crise. Elle n'osait pas. Au gala, elle avait enfin compris une vérité absolue. Devant Clara Beaumont, elle était moins que rien. Son aura de douceur était plus fine que du papier face à des milliards d'euros. Mais ça elle n'avait pas diminué d'un iota. Elle a parcouru Internet comme une folle, cherchant des informations sur Clara et Léo Beaumont. Des réseaux sociaux aux rapports financiers en passant par les forums de potins anonymes, elle voulait trouver le point faible de Clara. Elle avait besoin d'un couteau pour riposter, et puis elle l'a trouvé. Dans un fil de discussion anonyme sur un forum de potins, quelqu'un a mentionné que la section PR sur l'acte de naissance de Léo Beaumont était vide. Quelqu'un a répondu au fil en disant que pour prouver que l'enfant était celui de Julien, un test de paternité ADN était nécessaire. Les yeux de Lise se sont illuminés. Elle s'est souvenue de quelque chose. Il y a des années, sur le canapé du domaine de la famille Valois, elle avait trouvé une mèche de cheveux. Les cheveux de Clara étaient très longs, et celui-ci avait encore le follicule attaché. Elle l'avait glissé négligemment dans la doublure de son étui de téléphone. Elle s'était dit qu'elle le gardait en souvenir, juste un caprice à l'époque. Elle ne s'attendait jamais à ce qu'il devienne l'arme la plus vicieuse de son arsenal. Tant qu'elle obtenait un échantillon d'ADN de cet enfant et le comparait à celui de Julien, elle pouvait prouver qu'il était un Valois. Puis elle jetterait le rapport au visage de Clara. Tu prétendais être si indépendante, tu prétendais que l'enfant porte ton nom, mais au final, n'as-tu pas simplement volé une semence Valois? Plus elle y pensait, plus elle devenait excitée. Elle a passé une journée entière à trouver une agence de test ADN au marché noir en ligne, a convenu d'un prix et a envoyé les cheveux par la poste. Ils lui ont dit qu'une fois l'échantillon arrivé, les résultats prendraient 3 à 5 jours ouvrables. Serrant son étui de téléphone, elle avait l'impression de détenir l'arme ultime. Quelques jours plus tard, dans une tentative de sauver leur réputation en chute libre, Innovation Valois s'est associée à plusieurs banques d'investissement pour organiser une conférence de presse de reconstruction de marque. Ils ont loué un étage entier du centre de congrès. Le tapis rouge était encore plus long que le précédent. Lise est arrivée tôt. Elle portait une robe bustier rouge vif. C'était son armure de combat soigneusement sélectionnée. Le rouge signifiait la guerre. Aujourd'hui, elle était là pour déclarer la guerre. Clara est arrivée aussi. Aujourd'hui, elle portait une combinaison pantalon noir purement taillée. Aiguë, froide, élégante. Elle ne portait aucun bijou excessif, seulement une simple bague en platine à son annulaire gauche. Julien, assis au premier rang de la section VIP, a vu cette bague et l'étincelle dans ses yeux s'est éteinte. Ce n'était pas une alliance. L'alliance qu'il lui avait donnée avait été laissée dans le manoir 3 ans auparavant. C'était une nouvelle, une bague complètement inconnue qu'il n'avait jamais vue auparavant. À mi-chemin de l'événement, la session de réseautage ouverte a commencé. Clara était debout près des tables de traiteurs, discutant avec des représentants de l'industrie, lorsqu'une voix féminine perçante a soudainement explosé derrière elle. Clara Beaumont. Lise, juchée sur des talons aiguilles de 10 cm, a jailli de la foule. Elle tenait une enveloppe en papier craft en l'air. L'expression sur son visage frôlait l'exaltation maniaque. Son eyeliner était épais, ressemblant sous les lumières à 2 plaies dentelées sur son visage. Tu n'as pas dit que le nom de famille de ton fils est Beaumont? Tout le monde, regardez ça. Elle a déchiré l'enveloppe, en sortant plusieurs feuilles de papier qui ont flotté dans l'air avant qu'elle ne les serre fort. Sa voix était perçante, hurlant à toute la salle d'invités. Je tiens un rapport de paternité ADN. Le fils de cette salope n'est pas un Beaumont. Elle a pointé Léo du doigt, puis s'est retournée et a pointé Clara. Cet enfant est le tien et celui de Julien. Tu as caché la lignée Valois et tu la lui as cachée. Espèce de femme vicieuse. La pièce a éclaté en clameurs. Léo était assis tranquillement sur un canapé, tenant une petite assiette de macarons. Il a levé les yeux vers Lise. Ses yeux étaient calmes d'une manière qui n'appartenait pas à un enfant de 3 ans. Il a attendu 3 secondes entières, attendant que ses hurlements s'éteignent complètement. Puis il a parlé. Sa voix n'était pas forte, mais elle a porté dans tout le hall d'exposition. Et alors? Le sourire sur le visage de Lise s'est figé instantanément.
Léo a reposé le macaron sur l'assiette, a pris une serviette et s'est essuyé les doigts. Il s'est levé. Il a tiré sur l'ourlet de sa petite veste de costume, se tenant comme un élève répondant à un professeur en classe, parlant avec une articulation parfaite. Je suis un Beaumont. J'ai pris le nom de famille de ma maman. Je suis né à Zurich et je possède un passeport suisse. Y a-t-il un problème? Il a incliné la tête et a ajouté, Madame, utilisez un rapport ADN pour prouver quelque chose que le monde entier sait déjà. Votre QI fait pleurer les macarons. L'attention de la foule s'est entièrement portée entre Lise et Léo. Personne n'a remarqué le vieil homme qui était resté silencieusement assis dans le coin du salon, frappé violemment sa canne sur le sol. Assez. Robert Valois s'est levé. Ses mouvements étaient lents, mais chaque mouvement portait une autorité incontestable. Il s'est dirigé vers Lise, a sorti un document de sa poche intérieure et l'a claqué directement sur la table basse à côté d'elle. Mademoiselle Bertrand. Sa voix était vieille mais régulière comme un tambour. Ce rapport dans votre main. Je l'ai fait faire il y a 3 mois. Lise est restée figée. Je vous dis que cet enfant a absolument du sang valois qui coule dans ses veines. Le vieil homme a fait une pause, son regard balayant le visage de Lise. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement une tristesse lourde et ancienne. Mais vous devriez aussi savoir pourquoi il ne peut pas prendre le nom Valois. Les lèvres de Lise ont tremblé. Elle n'a pas pu dire un mot. Robert Valois ne l'a plus regardé. Il s'est tourné pour faire face à toute la salle d'invités, le dos droit comme un i, et a parlé d'une voix grave. Que toutes les personnes présentes aujourd'hui en témoignent. À compter de ce moment, moi, Robert Valois, je transfère inconditionnellement ma participation personnelle de 18% dans Innovation Valois à mon petit-fils, Léo Beaumont. Cet accord de transfert a été notarié et prend effet immédiatement. La salle est restée silencieuse pendant 3 secondes. Puis le bruit des obturateurs d'appareils photo a explosé. Julien a bondi de son siège, le visage pâle comme un fantôme. Papa. Robert Valois ne s'est pas retourné. S'appuyant sur sa canne, il a marché pas à pas jusqu'à se tenir devant Léo. Il s'est penché et a parlé d'une voix si douce, si proche de la supplication que personne dans la pièce ne l'avait jamais entendu utiliser auparavant. Léo, grand-père est désolé. Léo a regardé le vieil homme aux cheveux blancs devant lui. Il est resté silencieux un instant, puis a tendu une petite main et a tapoté le dos de la main de Robert. Grand-père Valois, a-t-il dit. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Ma maman dit que la plus grande différence entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes n'est pas de savoir si elles font des erreurs, mais si elles ont le courage de les assumer. Il a retiré sa main et s'est redressé. Vous êtes une bonne personne. Silence de mort. Les yeux de Robert Valois se sont embués. Il avait traversé d'innombrables tempêtes dans sa vie. Il ne s'y irait pas devant la guerre d'entreprise la plus impitoyable. Mais ce petit garçon l'avait démantelé avec une seule phrase. Il a redressé son dos, s'est appuyé sur sa canne, s'est tourné pour faire face à tout le monde et, utilisant le dernier lambeau de dignité qui lui restait dans cette vie, a prononcé 5 mots. Les péchés de cette famille sont les miens. À ce moment-là, Lise est devenue complètement folle. Elle a saisi le rapport ADN sur la table et l'a déchiré en 2, puis en 4. Elle l'a réduit en confettis qui ont flotté dans l'air. Elle l'a déchiré, tout son corps tremblant, des larmes lavant son épais eyeliner sur son visage. Elle marmonnait quelque chose si doucement que seule elle pouvait l'entendre. Personne ne s'est avancé pour l'arrêter car ses actions étaient désormais entièrement insignifiantes. Les journalistes ont braqué leurs objectifs, leurs obturateurs crépitant rapidement. Personne ne la photographiait. Tout le monde photographiait le document de transfert d'action de Robert Valois. Il photographiait le petit visage calme de Léo. Elle a été jetée au milieu d'une pile de papier déchiqueté comme une méduse échouée par la marée, incapable de retourner à la mer, se déshydratant et disparaissant silencieusement sous le soleil. Après la déclaration de Robert Valois, la salle de banquet est restée complètement silencieuse pendant longtemps. Ce n'était pas juste un silence normal. C'était un silence suffocant où tout le monde retenait son souffle, terrifié de manquer le moindre détail. Les journalistes financiers ont tiré leurs obturateurs frénétiquement. Les banquiers d'investissement ont échangé des regards lourds de sens. Les visages des membres du conseil d'administration de Valois sont devenus livides. La participation de 18% entre les mains du vieil homme était le pilier stabilisateur d'Innovation Valois,
et il venait de la donner à un enfant de 3 ans. Julien s'est frayé un chemin à travers la foule et a saisi le bras de Robert. « Papa, es-tu devenu fou ?» Sa voix a tremblé. Ce n'était pas de la colère. C'était une terreur qu'il expérimentait pour la première fois de sa vie. Un frisson lui a parcouru les plantes des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il a serré la manchette de Robert, ses phalanges blanches, ses yeux pleins d'incrédulité. C'est 18%. Tu lui as donné. Tu l'as donné au Beaumont. Innovation Valois est fini. Tu comprends? Robert Valois ne l'a pas repoussé. Il a juste baissé les yeux sur la main de son fils, serrant sa manche. Cette main était si petite, serrant son index et refusant de lâcher, pleurant pour que papa me tienne. Maintenant cette main était adulte, les phalanges définies, portant une montre de luxe à 6 chiffres, mais s'accrochant à une vérité qu'il était trop terrifié pour affronter. 18%. La voix de Robert était rauque, mais chaque mot avait du poids. Tu penses que c'est beaucoup? Julien s'est figé. Quand Clara a épousé la famille Valois, le vieil homme a regardé droit dans les yeux de son fils et a articulé chaque syllabe. Elle a apporté près d'1 milliard d'euros en espèces, 3 chaînes d'approvisionnement principales et 5 sièges au conseil d'administration. Tu as utilisé son argent pour développer ton marché, acquérir des concurrents et te présenter comme un jeune visionnaire pour les couvertures de magazines. En 3 ans, tu as brûlé plus de 2 milliards d'euros de son argent. Il a fait une pause, claquant sa canne durement sur le sol. Chaque chose qu'elle a emportée aujourd'hui, laquelle ne lui appartenait pas à l'origine? Le poing de Julien s'est desserré. Mais elle a tendu un piège. Elle m'a piégé. Une couche de brouillard a finalement couvert les yeux vieillis de Robert. A-t-elle engagé quelqu'un pour t'enlever à Paris? T'a-t-elle forcé à coucher avec Lise Bertrand? A-t-elle cassé ton téléphone pour que tu ne puisses pas recevoir les appels de l'entreprise? Le vieil homme a pris une profonde inspiration, sa voix se brisant enfin, non pas se rompant. C'était comme une vieille maison qui était restée silencieuse trop longtemps, incapable de retenir un craquement. Julien, elle a été mariée à toi pendant 3 ans. Combien de fois es-tu allé avec elle visiter sa famille? Te souviens-tu même de son anniversaire? Te souviens-tu si elle portait un garçon ou une fille? Te souviens-tu de sa date prévue d'accouchement? Quand elle t'a appelé et t'a dit qu'elle avait mal au ventre, qu'as-tu dit? Le visage de Julien était blanc comme du papier. Tu as dit, arrête d'être dramatique. Robert a répondu pour lui. Elle a dit à Marthe que la douleur était si forte qu'elle ne pouvait pas se lever. Tu n'as pas répondu à ses appels. Elle est tombée dans les escaliers. Tu n'étais pas là. Si Marthe ne l'avait pas trouvée, elle serait morte dans ce manoir. Le jour où elle est entrée en salle d'accouchement, il n'y avait que 2 personnes à ses côtés. Son père et l'employé Beaumont que tu pensais être une femme de ménage. La section interne sur l'acte de naissance de l'enfant est vide. Julien a trébuché en arrière, renversant un tabouret de bar derrière lui. Le métal a claqué contre le sol en marbre avec un fracas assourdissant. Il a pris le document de transfert d'action de la main de son père et a tourné à la dernière page. Il y avait la signature de Robert Valois, le sceau rouge de l'étude notariale, et une note écrite au stylo plume noire sur la ligne pointillée. Cette participation appartient de façon permanente à Léo Beaumont, sans être affectée par le statut matrimonial de ses parents. Si Léo Beaumont est mineur, sa mère, Clara Beaumont, exercera tous les droits en son nom. La date était il y a 3 jours. Mais ce qui a vraiment arrêté sa respiration, ce n'était pas la date. C'était le mot sous la colonne de relation. Les traits d'encre étaient légers, comme si le stylo avait hésité longtemps avant d'appuyer. Le papier montrait même une petite tache d'encre où la plume s'était reposée trop longtemps. C'était le mot au petit-fils là où Robert Valois avait signé en tant que donateur. Le format légal exigeait qu'il indique la relation. Légalement, il aurait dû écrire petit-fils, mais il a écrit le PETIT, a arrêté le stylo, n'a pas pu écrire le reste, et a sauté directement au remplissage de la date, un mot qui lui appartenait depuis 70 ans. Il n'a soudainement pas pu se résoudre à l'écrire. Julien a fixé ce mot pendant très longtemps. Puis il a levé les yeux, rencontrant le regard calme de Clara à travers la pièce. Quand Léo est né, Clara avait demandé à Maître Dubois de glisser une photo de nouveau-né dans les dossiers envoyés à Robert Valois. Le vieil homme est resté seul dans son bureau au domaine, portant ses lunettes de lecture, la regardant pendant tout un après-midi. Plus tard,
le majordome de la famille Valois a dit à Clara que le vieil homme déposait une somme d'argent sur un compte privé chaque mois. Le compte était intitulé Fonds d'éducation de Léo. Il n'en a jamais parlé à personne. Cet argent était déposé tranquillement, comme une forme d'expiation. Julien ne savait rien de tout cela. En ce moment, serrant ce transfert d'actions, il avait l'impression de ne pas tenir un document, mais une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser de sa vie. Quand il a levé les yeux vers Clara, le blanc de ses yeux était injecté de sang, si rouge que les veines semblaient prêtes à éclater. Il a ouvert la bouche, voulant dire quelque chose. Son nom, ses excuses habituelles, une défense. Quelque chose était coincé dans sa gorge, logé haut, refusant de descendre comme une arête de poisson. Clara n'a pas parlé. Elle ne l'a même pas regardé. Elle a soulevé Léo du canapé et l'a embrassé sur le front. Léo a enroulé ses bras autour de son cou et a soudainement chuchoté à son oreille, « Maman, grand-père Valois a pleuré. » Il a dit qu'il était très triste parce qu'il avait fait de mauvaises choses. Léo est resté silencieux un instant. Va-t-il changer? Il n'en a plus l'occasion, a dit Clara. Certaines personnes passent leur jeunesse à faire de l'argent. Quand elles vieillissent, elles se souviennent soudain qu'elles veulent aimer leur fils, aimer leur femme, aimer leurs petits-enfants. Mais quand elles s'arrêtent enfin et regardent en arrière, il n'y a plus personne derrière elles. Léo a reposé tranquillement sur son épaule un instant, puis a doucement dit quelque chose que Clara ne lui avait jamais appris. Alors son cœur doit vraiment souffrir. Clara n'a pas répondu. Elle a tenu Léo et s'est détournée pour partir. Derrière elle est venue la voix rauque et brisée de Julien. Clara. Elle s'est arrêtée de marcher. Quoi? Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? L'air est redevenu silencieux. Les mains des journalistes tenant les appareils photo tremblaient. Non pas de fatigue, mais de tension. La question de Julien tendait essentiellement le couteau directement à Clara. Elle a fait asseoir Léo, a sorti son téléphone de sa pochette, a ouvert une image et l'a tendue à Julien. Il l'a prise et a baissé les yeux. Sur l'écran se trouvait la chaîne complète de preuves que Marthe avait compilées. Journaux de discussion, virements bancaires, enregistrements vocaux. Lise disant de s'assurer qu'elle ne garde pas le bébé. Marthe demandant l'espèce ou virement. Lise disant virement. Chaque mot lui a fendu le cœur. Coup par coup. Si je signale cela à la police, a dit Clara. Elle sera accusée de tentative de meurtre. Sa peine ne sera pas inférieure à 10 ans. Vas-tu m'arrêter? La main tenant le téléphone a tremblé violemment. Vas-tu m'arrêter? Clara l'a regardé dans les yeux. N'as-tu pas dit à Paris quel était l'amour de ta vie? Vas-tu m'arrêter maintenant? Il n'a toujours pas parlé. Ses lèvres ont tremblé, la rougeur de ses yeux s'est étendue sur tout son visage. Sa pomme d'Adam a monté et descendu plusieurs fois, mais il n'a pas pu forcer un seul mot. Clara a repris le téléphone. Julien, elle l'a regardé dans les yeux. Tu penses que c'est la seule preuve? Il n'a pas compris. Elle a retiré le document de transfert d'action signé de sa main, a tourné à la dernière page et a plié le coin. Ton père a pu donner cette participation à Léo parce qu'il y a 3 ans, lors de cette réunion du conseil d'administration, il a voté pour moi. Les pupilles de Julien se sont contractées violemment. Tu ne savais vraiment pas qui a voté de manière décisive pour ton renvoi? Penses-tu que Capital Beaumont avait assez de voix seule sans un tiers crucial? Tu veux savoir qui était ce tiers? Elle a poussé le document contre sa poitrine. Sa voix n'était pas forte, mais elle a frappé comme un marteau. C'était ton père. Toute la salle est restée silencieuse pendant 3 secondes. Puis quelqu'un a inspiré brusquement. Même les banquiers d'affaires au loin avaient l'air complètement choqués. Robert Valois, le fondateur d'Innovation Valois, le père biologique de Julien. Lors du vote pour évincer son propre fils il y a 3 ans, il a voté en faveur. Julien s'est tourné pour regarder Robert. Le vieil homme n'a pas évité son regard. Il s'est tenu là, appuyé sur sa canne, le dos droit. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais il n'a pas détourné le regard. Quand Clara m'a parlé de ça, la voix de Robert était vieille, mais régulière comme un vieil arbre. Elle n'a posé qu'une seule condition. Elle a dit, « Papa, je ne laisserai pas Innovation Valois s'effondrer, mais Julien ne peut plus siéger dans cette chaise. » Il a fait une pause. Tandis qu'il prononçait ces mots, une larme a finalement glissé du coin de son œil.
Sais-tu pourquoi elle voulait toujours protéger l'entreprise? Elle a dit, papa, tes jambes sont mauvaises. N'oublie pas de mettre une couverture sur tes genoux en hiver. Le corps de Julien a chancelé. C'était comme si chaque os de son corps avait été extrait. Il est tombé tout droit. Ses genoux ont claqué sur le sol en marbre avec un bruit lourd et sourd. Il était à genoux. Le sol en marbre du centre de congrès était glacial, mais il est resté agenouillé là comme s'il ne sentait pas le froid. Ses lèvres ont bougé. Sa voix était si basse que seul lui et Clara pouvaient l'entendre. « Je suis désolé, a-t-il dit à nouveau. Clara, je suis désolé. Rends-moi l'enfant, s'il te plaît. Rends-moi Léo. Je ferai tout ce que tu veux. » Clara la regardait. 3 ans auparavant, allongée dans la salle d'accouchement, elle avait imaginé cette scène exacte d'innombrables fois. Elle l'imaginait réalisant ses erreurs. Elle l'imaginait s'agenouillant devant elle, implorant son pardon. Elle l'imaginait tenant le bébé, promettant d'être un bon père. À l'époque, elle s'était appuyée sur ses fantasmes pour survivre aux jours les plus sombres de son rétablissement postpartum. Maintenant, le fantasme était devenu réalité. Il était agenouillé devant elle, disant exactement ce qu'elle avait voulu entendre à l'époque, mot pour mot. Mais elle ne ressentait absolument aucune joie. Ce n'était pas de l'engourdissement. Elle ne s'en souciait vraiment plus. C'était comme sortir une vieille chemise du placard que vous aviez portée il y a 10 ans et que quelqu'un vous demande si vous la voulez toujours. Vous regardez la chemise. Vous savez qu'elle vous appartenait, mais vous avez grandi et vous avez une taille complètement différente. Lève-toi. Je ne le ferai pas. Sa voix tremblait. Si tu ne me pardonnes pas, je ne me lèverai pas. Clara la regardait pendant quelques secondes, puis s'est tournée pour regarder Léo. Léo était resté tranquillement assis sur sa chaise tout le temps, observant la scène. Il avait vu beaucoup de grandes scènes, mais un homme adulte agenouillé devant sa mère était une première. Son expression n'était pas craintive. Ce n'était pas de la suffisance. C'était un regard calme et évaluatif qui transcendait son âge. « Léo, as-tu quelque chose à dire ?» Léo a glissé de sa chaise et s'est dirigé vers Julien. Un grand visage, un petit visage, à moins d'1 mètre l'un de l'autre, se regardant. Julien la regardait, le rouge dans ses yeux s'était tendu davantage. Ce petit visage ressemblait tellement au sien, les sourcils, le nez, la courbe des lèvres. C'était comme si Dieu avait délibérément cloné une version mortifiée de lui, purement pour lui rappeler exactement ce qu'il avait perdu. Léo. Sa voix était si faible qu'elle était à peine un murmure. « Je suis ton papa. » Léo n'a pas répondu. Il est resté silencieux pendant très longtemps. Pour un adulte, quelques secondes ne sont rien. Mais pour un enfant de 3 ans, c'était un long moment suspendu qui exigeait chaque once de courage qu'il possédait pour se maintenir. Puis il s'est retourné, tournant le dos à Julien. Il a fouillé dans sa poche et a sorti le bouton de manchette que Robert Valois lui avait laissé. Il l'a tenu dans sa paume et l'a regardé un instant. « Ma maman dit que mon nom de famille est Beaumont. » Il n'a regardé personne, fixant juste le bouton de manchette, sa voix douce mais régulière. « Ma maman dit que je suis né à Zurich. » Il neigeait très fort ce jour-là. Toute la ville était blanche. Ma maman dit que grand-mère Marthe se tenait devant la salle d'accouchement en me tenant. Elle a dit aux infirmières que le nom de famille de cet enfant est Beaumont. La section EPER est vide parce qu'il y avait un homme qui a renoncé à lui avant même qu'il ne sache respirer. Julien était agenouillé sur le sol, l'air d'être systématiquement brisé pouce par pouce. Léo s'est finalement retourné pour le regarder. Il n'y avait pas de colère sur son petit visage, pas de tristesse, juste un regard très sincère sur l'homme agenouillé sur le sol, comme pour confirmer une réponse qu'il connaissait déjà depuis longtemps. « Monsieur, a-t-il dit, sa voix n'étant pas forte, mais portant clairement dans toute la salle de réunion. Ma maman dit qu'il y a 2 choses dans cette vie que je ne peux jamais oublier. Je ne peux pas oublier que ma maman a failli mourir en me donnant naissance. Et je ne peux pas oublier que mon nom de famille est Beaumont. » Il a de nouveau fait une pause, puis a prononcé une phrase qui n'appartenait pas à la bouche d'un enfant de 3 ans. « Donc, ce n'est pas que je ne vous veux pas, c'est que vous ne m'avez pas voulu en premier. » Silence de mort. Le corps de Julien a chancelé, son front touchant presque le sol. Il n'a pas pleuré à voix haute, mais ses épaules tremblaient violemment. Il ressemblait à une bête sauvage qui avait été abattue par un chasseur,
s'effondrant dans la neige. Pas de hurlement, juste une respiration de plus en plus faible et irrégulière. Léo l'a regardé un instant. Puis, il a fait quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Il a tendu une petite main et a légèrement tapoté l'épaule de Julien, juste une fois, très légèrement. « Levez-vous, monsieur. Le sol est froid. Si vous restez trop longtemps à genoux, vous pourriez avoir de l'arthrite. » Et puis il a fait une pause, ajoutant un coup de grâce final. « Ce serait vraiment grave si vous essayiez de poursuivre la famille Beaumont en justice pour cela. » Puis il s'est retourné, s'est dirigé vers Clara et lui a pris la main. Sa petite main était chaude, la prise sur ses doigts exactement la même que d'habitude. « Maman, rentrons à la maison. » « D'accord. » Clara lui a pris la main et s'est dirigée vers les portes de la salle de réunion, ne jetant plus un regard à quiconque dans la pièce. Derrière eux est venu le son rythmique des genoux qui se déplaçaient. Julien s'est relevé du sol, sa voix si rauque qu'elle était méconnaissable. « Clara. » Léo. Clara ne s'est pas arrêtée. Léo ne s'est pas arrêté. Mais juste avant de sortir par la porte, Léo a fait une pause d'une demi-seconde. Il a jeté un coup d'œil par la fenêtre. Les fenêtres du sol au plafond du 27e étage offraient une vue à l'infini. Toute la ville s'étendait sous le soleil de l'après-midi comme une partie d'échecs inachevée. Il a regardé pendant 2 secondes, puis a retiré son regard et a suivi le rythme de Clara. « Maman, la vue par la fenêtre est en fait plutôt sympa. Tu aimes ça? Mais je ne veux pas regarder la vue d'ici. » « Pourquoi pas? » Il y a réfléchi, puis a répondu très sérieusement. « Le café dans ce bâtiment est trop amer. » Clara a ri doucement et n'a pas répondu. Les portes se sont refermées lentement derrière eux. Ce qui s'était passé à l'intérieur de cette salle de réunion n'avait plus rien à voir avec eux.